Bonjour à tous et merci effectivement tout d'abord aux organisateurs de cette matinée de me donner la parole sur une partie un petit peu ardue. Alors vous m'excuserez par avance si c'est trop facile pour vous et aussi si c'est trop compliqué. Bon, j'essaie de rester en tout cas dans les dernières données tout en essayant de vous expliquer d'abord les termes qu'on emploie entre nous et qui sont peut-être parfois un peu imperméables pour vous. Comme l'a dit le docteur Chiche, l'idée c'est quand même de susciter des questions, donc on est là pour répondre à vos questions. Le support, je vais vous le présenter parce que je l'ai préparé et qu'il peut être intéressant, mais n'hésitez pas à poser des questions. Alors peut-être pour des raisons d'organisation en fin de topo, comme ça je dis ce que j'ai à dire et après vous pouvez vous exprimer. Oui. Dans mes merci, bien sûr, j'oublie deux merci très importants aux associations de patients que vous avez rencontrées, qui ont leur stand aussi dans la petite salle en haut. Donc, que ce soit l'association Vascularite ou l'association Lupus France, qui sont des partenaires essentiels. Donc, désolé pour l'oubli, mais c'est vraiment pas anodin. Pardon. Alors, juste un mot pour me présenter un petit peu plus, pour vous signaler cette spécialité qui est quand même pas toujours connue des patients et qui peut vous rendre service de temps en temps, celle de médecin ou pharmacien biologiste, puisque nous, on intervient dans les laboratoires quand vous allez faire vos dosages d'auto-anticorps notamment, ou de suivi de syndrome inflammatoire ou autre. Bien, sachez qu'il y a derrière la porte, qu'on ne voit pas toujours, un médecin ou un pharmacien biologiste qui va valider et interpréter vos résultats de manière à vous rendre quelque chose qui, en principe, est fiable et qui a fait l'objet de vérifications tout à fait sérieuses. Voilà. Donc, dans mon activité, je travaille à l'hôpital de la Timone au Biogénopole et j'ai une activité de recherche où j'anime une équipe qui travaille plutôt sur la sclérose en plaques, qui est une autre maladie auto-immune. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler un petit peu de la réaction immunitaire au sens large pour que vous compreniez après pourquoi on parle d'auto-immunité. Donc, vous savez sans doute tous que le système immunitaire est composé d'un certain nombre d'agents et d'outils qui ont pour but de vous protéger des agressions extérieures, ou en tout cas, il est formé à reconnaître ce qui est, on va en reparler plusieurs fois, le soi du non-soi, c'est-à-dire le soi, tout ce qui constitue votre organisme à vous, et qui va être donc reconnu comme quelque chose qui n'est pas agressif, qui est tranquille, avec qui le système immunitaire doit vivre. Et il apprend à reconnaître au contraire tout ce qui est du non-soi. Alors dans le non-soi, on va le revoir juste après, il y a les agents étrangers, les agents infectieux, les virus, les bactéries, tout ça. Et il y a aussi, vous y pensez peut-être moins, le soi modifié. Et ça, c'est important. Le soi peut être modifié au cours de la vie, soit sous l'influence de certaines molécules, des médicaments par exemple, soit sous l'influence d'anomalies de signaux qui vont donner par exemple des tumeurs. Donc le système immunitaire, tous les jours, il est là pour vous protéger contre les cellules tumorales qui émergent dans votre corps sans que vous le sachiez, heureusement, et qui vont être éliminées rapidement et puis on n'en parle plus. Voilà. Donc, pour faire tout ça, c'est quand même pas rien. Donc, il faut du monde et il faut des outils. Alors, on les connaît peut-être pas encore tous dans leur très grande subtilité, mais je vous en ai mis quelques-uns juste parce qu'on va les utiliser après. Donc, dans les agents, il y a d'abord la cellule présentatrice d'antigènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est une cellule qui va être là à l'affût, qui va être là pour recueillir tout ce qui est anormal et qui va rentrer dans l'organisme. Donc souvent, c'est des cellules qui vont être au niveau de la peau, au niveau du tissu digestif, à l'interface avec l'extérieur. Elles ont plusieurs noms en fonction de leur fonction un peu plus précise, peu importe. Moi, je l'appellerai la cellule présentatrice d'antigènes. Et on peut introduire tout de suite qu'est-ce qu'un antigène. Retenez qu'un antigène, c'est souvent d'ailleurs un bout de protéine, mais pas toujours, qui va être capable justement de déclencher une réaction immunitaire. C'est ça l'antigène. Donc l'antigène, il peut venir encore une fois d'une bactérie, d'un virus, il peut venir aussi d'un bout de protéine du soi qui a été modifié et qui est reconnu du coup par le système immunitaire comme du non-soi. Donc cette cellule présentatrice d'antigène, elle va avoir comme fonction de présenter l'antigène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va le gober, elle va le digérer et représenter des petits morceaux. C'est gentil. Merci, il y a un chat qui...
Merci beaucoup. Et elle va le représenter aux agents qui vont effectuer la réponse immunitaire. Et en particulier, on va évidemment en reparler beaucoup, ces cellules qu'on appelle les lymphocytes. Alors, si on va un peu plus loin, il y a des lymphocytes B, il y a des lymphocytes T, mais il y a aussi d'autres lymphocytes dont on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui. Et puis, il y a les macrophages et les granulocytes. Alors, les macrophages, c'est des cellules qui sont un peu les éboueurs de l'organisme, qui sont là pour phagocyter toutes les bouts de protéines ou de lipides ou tout ce qu'on veut qui ont été digérés en particulier au moment des réactions immunitaires. Et puis il y a les granulocytes, on les appelle comme ça parce qu'au microscope, il y a des petits granules dans leur cytoplasme. Et ces granulocytes, dans ces granulocytes, on retrouve notamment donc, les polynucléaires neutrophiles. Donc pour ceux qui s'intéressent aux vascularites, c'est une des cellules principales impliquées dans l'auto-immunité de la vascularite. Alors ces cellules, elles sont là une fois qu'elles sont formées, qu'elles ont été sélectionnées, on a pris les meilleures, celles qui travaillent le mieux, qui sont le plus efficaces. Elles savent reconnaître le soi du non-soi. Il faut qu'elles agissent. Alors pour agir, il faut qu'on leur envoie des signaux, des ordres, enfin quelque chose qui leur dit c'est le moment d'agir, on se réveille, on s'active, on prolifère et on va essayer d'éliminer cet antigène qui ne nous convient pas. Alors ces signaux, donc ils sont basés, je vous l'ai dit, sur le fait qu'on va reconnaître le soi du non-soi. Donc quand on est un système immunitaire et qu'on est face au soi, encore une fois, on ne réagit pas. Par contre, attention, l'alarme est déclenchée quand des antigènes sont présentés par les cellules présentatrices d'antigènes. Et ces antigènes, on l'a dit, ça peut être des éléments de bactéries, de virus, de parasites, de tout ce que vous voulez. Et ça peut être aussi, par exemple, des cellules tumorales. Et on va voir tout à l'heure que ça peut être, malheureusement, chez certaines personnes, des antigènes du soi parce qu'ils ont été modifiés, parce qu'ils deviennent accessibles, parce que le tissu a été abîmé et qu'il y a des antigènes tout au fond qui vont émerger et qui vont être visibles par le système immunitaire. Tout ça, ça déclenche des signaux qu'on appelle des signaux de danger. Donc, à partir du moment où il y a signaux de danger, on mobilise les troupes. Et ces troupes, elles vont avoir besoin d'outils, plutôt outils que armes, parce qu'en fait, ces outils sont différents. Je vous ai indiqué surtout ce qu'on appelle les facteurs solubles, c'est-à-dire ce sont des molécules qui sont en circulation dans les liquides biologiques, en particulier le sang. Donc vous avez 3 mots-clés à retenir peut-être. Les cytokines, on va voir ce que c'est, qui sont des petites protéines qui servent à envoyer des signaux. Le complément, alors là c'est compliqué, donc on n'en parlera pas trop, sauf si vous voulez vraiment, mais bon, c'est un ensemble de protéines, d'enzymes qui agissent en cascade et qui aboutissent quand même à la mort de la cellule en la gonflant d'eau, normalement jusqu'à ce qu'elle explose. Et puis il y a surtout les anticorps que vous connaissez probablement, qui ont la propriété évidemment de reconnaître très spécifiquement l'antigène. Alors, vous avez peut-être entendu le terme aussi d'immunité innée, d'immunité acquise. On va y revenir après. Ce sont 2 temps qu'on sépare de façon très artificielle, mais tout ça est vraiment en interconnexion permanente et c'est quelque chose vraiment, croyez-moi, de très perfectionné, le système immunitaire, qu'on n'a encore pas tout à fait compris. Et il est aussi sujet, c'est très important, à des phénomènes de régulation. C'est-à-dire qu'il y a la police des polices, si vous voulez, il y a des cellules T notamment qu'on dit régulatrices et d'autres systèmes qui sont là pour quand même veiller à ce qu'à un moment la réaction s'arrête. Voilà. Donc ça, c'est aussi des voies d'études qui sont très explorées en ce moment parce que c'est effectivement très important. Alors les cytokines, je vous en parle juste 2 minutes parce que dedans, vous allez reconnaître des noms comme le TNF, comme les interférons, dont vous avez sans doute entendu parler, comme l'interleukine 1, l'interleukine 8, etc. Bon, c'est des petites protéines, toutes petites, qui sont impliquées dans la communication intercellulaire. Et donc, elles ont la propriété d'agir sur une cellule, qu'on dit une cellule cible, par le biais d'un récepteur qui est donc exprimé par cette cellule cible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent agir à différents niveaux. Le mode autocrine, c'est-à-dire que la cellule qui produit les cytokines va elle-même être
la cible de ces cytokines, donc c'est assez intéressant comme concept, mais aussi de façon paracrine, donc là, elle va agir sur la cellule qui n'est pas très loin d'elle, avec qui elle veut communiquer, et puis de façon endocrine, et là ça ouvre le champ d'action dans tout l'organisme, puisqu'à ce moment-là, la cytokine va passer dans les vaisseaux sanguins, circuler jusqu'à trouver la cellule cible qui exprime le récepteur et qui peut être là complètement à grande distance de la cellule productrice. Donc ces cytokines, retenez ce nom parce que beaucoup de médicaments maintenant qui sont employés en auto-immunité visent ces molécules. Vous connaissez sans doute les anti-TNF, il y a les anti-récepteurs de l'interféron dans le lupus. Enfin, il y a plein de choses qui se développent là-dessus. Bliss aussi, Bliss ou BAF, qu'on incrimine dans le lupus, est aussi un membre de la famille du TNF. Donc tout ça, c'est une grande famille. Et on découvre chaque jour, enfin peut-être pas chaque jour, mais très régulièrement des nouveaux membres de cette famille. Alors l'immunité innée, l'immunité adaptative, retenez qu'il y en a une qui est en première ligne. On a beaucoup utilisé ce terme en période de Covid, mais là c'est un peu ça, effectivement. L'immunité innée, c'est les cellules présentatrices antigènes, c'est les granulocytes, c'est le complément, c'est tout ça, les cytokines. C'est les gens qui sont sur place et qui surveillent et qui vont être tout de suite au combat et à la détection des anomalies qui viennent de l'extérieur. Donc elle est déclenchée très rapidement, cette immunité. Par contre, elle n'est pas spécifique. On ne fait pas du tout intervenir les anticorps et tout ça. Là, c'est trop tôt. Il faut plus de temps pour produire un anticorps. Mais par contre, le plus souvent, ça suffit. Ça s'arrête là. La réponse est efficace et il n'y a pas de mémoire. Donc elle agit, ça monte très vite en puissance, ça s'arrête. L'immunité adaptative, elle est plus complexe et elle va compléter cette immunité innée, notamment si elle est débordée ou si elle n'est pas suffisante. Elle va mettre 10 à 15 jours pour se mettre en place. Vous connaissez, quand on fait un vaccin, on vous dit qu'il vous faut 15 jours à 3 semaines avant d'avoir une réponse anticorps suffisante. Elle est spécifique d'antigènes. Donc là encore, c'est très important de voir qu'on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus performant dans la spécificité. Et elle induit une mémoire durable. Ça, c'est intéressant parce que si l'organisme est de nouveau exposé au même antigène avec ou pas un S, la réponse adaptative va se faire beaucoup plus rapidement parce qu'il y a déjà une mémoire qui a été mise en place. Donc là, je vous avais remis, vous voyez, pardon. J'ai appuyé sur la mauvaise. Je vous avais remis ici la cellule présentatrice antigène, les granulocytes et macrophages, les cytokines, le complément. Tout ça, c'est dans l'immunité innée. Et l'adaptative fait intervenir ces cellules plus complexes et plus spécialisées que sont les lymphocytes, les anticorps et aussi les cytokines. Donc, vous retiendrez, j'espère, que la réponse immunitaire se déclenche lorsque le système immunitaire reçoit des signaux de danger. Donc, à la fois le non-soi pathogène, donc encore une fois, virus, bactéries, tout ça, et le soi modifié, donc l'exemple typique de la tumeur. Mais retenez qu'il y a d'autres circonstances où le soi peut se modifier sans que vous vous rendiez compte en particulier, mais ça n'échappera pas en principe au système immunitaire. Donc, le mot-clé dans l'auto-immunité, c'est de retenir ce terme de tolérance. Alors, la tolérance en immunologie, ce n'est pas tout à fait la même tolérance que dans la vie quotidienne. C'est cet état de non-réaction, de non-déclenchement d'une réaction immunitaire par rapport à certaines protéines ou certains antigènes. Donc, il y a une tolérance physiologique, donc c'est normal d'être tolérant aux antigènes du soi. Donc, normalement, encore une fois, quand les lymphocytes, les cellules immunitaires ont été bien éduquées, bien formées, elles ne vont pas réagir contre le soi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une maladie auto-immune ? Eh bien, justement, ça commence à dévier. Sous l'influence de facteurs favorisants, on va y revenir, on va observer une rupture de cette tolérance. Donc, je vous l'ai dit, normalement, tolérance physiologique aux auto-antigènes. Dans l'auto-immunité, par définition, on a une rupture de cette tolérance avec une action qui va être délétère, c'est-à-dire nocive, toxique,
des auto-anticorps et ou des lymphocytes autoréactifs. Donc ça, c'est important de comprendre, ça c'est l'auto-immunité. Ce qui est important de comprendre, c'est que la maladie auto-immune, c'est de l'auto-immunité, mais suffisamment importante, dérégulée et non maîtrisée, pour qu'il y ait des lésions des tissus. D'accord ? On pourra, s'il y a des questions, peut-être parler du fait de la détection des auto-anticorps. Parfois, ils existent chez les personnes, et c'est pas pour ça qu'ils ont des maladies auto-immunes. Il y a un certain degré, c'est là que c'est un peu complexe, d'auto-immunité aussi physiologique, parce que le système n'est pas parfait. Donc cette rupture de tolérance, elle va aboutir donc à des lésions des tissus. Et ces tissus ou ces organes, on va pouvoir visualiser parfois cette atteinte au niveau de l'histologie quand on va faire une biopsie, mais aussi évidemment au niveau des signes cliniques. Et elle peut toucher un ou plusieurs organes, vous le savez sans doute. Important à retenir aussi, peut-être, il y a toujours... oh mince, je suis pas très... Il y a toujours une composante inflammatoire dans les maladies auto-immunes, en particulier systémiques, donc celles qui touchent plusieurs organes, qui est en fait cette composante d'immunité innée qui est toujours un peu présente. Elle est intéressante parce que souvent, elle va peut-être induire une consultation, ou en tout cas constituer un point d'appel, un motif de consultation, parce que vous connaissez peut-être les signes qu'on dit cardinaux de l'inflammation, avec la chaleur, la rougeur, la tumeur ou grosseur, la douleur et parfois l'impotence fonctionnelle. Ça, c'est sûr que voilà, quand on commence à avoir une main une articulation qui est rouge, qui est gonflée, qui est douloureuse, on va plus facilement consulter son médecin. Alors, l'auto-immunité, maladie auto-immune, rapidement, on l'a dit, il ne faut pas confondre les deux. Donc, en passant de la physiologie à l'auto-immunité, on peut avoir production du coup de ces auto-anticorps qu'on peut détecter dans le sérum. La maladie auto-immune s'installe. On peut utiliser toujours ces outils en routine pour suivre éventuellement la maladie. Attention, on ne sait pas détecter en routine les lymphocytes autoréactifs. On ne sait détecter, entre guillemets, que les auto-anticorps. Et puis, il y a la maladie auto-immune traitée, où on peut parfois garder des marqueurs positifs, mais en tout cas, normalement, on doit améliorer les symptômes chez le patient. Un mot de prévalence, 3 à 5 millions de personnes sont atteintes de maladies auto-immunes en France. Des chiffres un peu anciens déjà, mais ce n'est pas toujours évident de les actualiser. Ça représente plus de 80 maladies différentes, à savoir qu'elles peuvent s'associer en plus chez un même patient. Et le plus souvent, ce sont quand même les femmes qui sont atteintes. Alors ça dépend des maladies, mais en moyenne, 4 personnes sur 5 sont des femmes. Donc un rôle quelque part lié à, on va le voir peut-être déjà, aux hormones sexuelles. Et puis, vous voyez, en fonction des pathologies, le rapport femme-homme atteint par la maladie varie un petit peu. Là, vous avez un groupe de maladies clairement qui touche plutôt les femmes. Ici, quelque chose qui est plutôt à l'égalité, et d'autres maladies où les hommes sont plus atteints, ça existe aussi. Alors la liste est évidemment pas exhaustive. Tous les organes, finalement, peuvent être atteints au cours d'une maladie auto-immune. Donc il y a les systémiques, les spécifiques d'organes, ça vous connaissez peut-être. Donc les systémiques atteignent plusieurs organes. Aujourd'hui, on parle plutôt du lupus, des vascularites, qui touchent effectivement plusieurs organes. On dit que ce sont des maladies auto-immunes systémiques, contrairement aux atteintes ciblées de la thyroïde, du rein, du système nerveux, du foie ou de l'intestin, qui sont dans les maladies auto-immunes spécifiques d'organes. Alors, exemple de mécanisme, là c'est difficile, mais déjà retenez que les maladies auto-immunes, ça on le sait, sont multifactorielles. Bon, il y a juste 3 exceptions de 3 maladies hyper rares qui sont liées vraiment à des gènes modifiés, mais pour la plupart des maladies auto-immunes, elles sont multifactorielles et elles associent des facteurs qui sont liés à l'hôte, donc au patient, et des facteurs non liés à l'hôte. Donc les facteurs liés à l'hôte comprennent des facteurs génétiques, donc il y a quand même
quelque chose au niveau des gènes qui se passe, quelque chose qui n'est pas forcément fini d'ailleurs d'être caractérisé. Ça peut être des gènes des cytokines, justement, qui sont un peu modifiés, des gènes du complément, le type HLA, qui est porté justement par les cellules présentatrices d'antigènes. Tout ça, ça peut influencer. Les facteurs hormonaux, clairement, on a dit par exemple plus souvent de femmes atteintes. On sait que la grossesse, que la contraception, que la puberté, la ménopause, tout ça sont des éléments de la vie des patientes qui influent l'évolution de leur maladie. La dysbiose, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les anomalies du microbiote intestinal en particulier. Vous avez tous entendu parler de ce microbiote qui est cet ensemble de milliards de bactéries qui cohabitent avec nous en toute sérénité. Eh bien, cet équilibre bactérien, s'il est un peu rompu parce que on prend trop d'antibiotiques, parce que ceci, parce que cela, ça peut intervenir aussi dans le déclenchement ou l'entretien de certaines maladies auto-immunes. Dans les facteurs non liés à l'hôte, on va retrouver des facteurs qu'on dit environnementaux, par exemple les ultraviolets du soleil, qui interviennent dans certaines phases du lupus. Les agents infectieux, on en a parlé. Les expositions professionnelles, c'est peut-être un peu moins connu de vous. La silice, par exemple, ou certains dérivés chimiques peuvent favoriser, probablement en modifiant certaines protéines du foie, peuvent favoriser l'émergence de certaines maladies auto-immunes. Et puis le tabac, les médicaments. Les médicaments, c'est un peu le problème de certains médicaments qui peuvent concourir à l'émergence de soins modifiés, de réactivité du système immunitaire contre le soi. On sait qu'il y a des médicaments, par exemple, qu'il ne faut pas donner chez le lupus, parce que sans être responsables eux-mêmes tout seuls du déclenchement de la maladie, chez un patient donné qui a déjà d'autres facteurs de risque, ils peuvent susciter des poussées ou aggraver un petit peu la maladie. Donc, on a dit que dans ce cas d'auto-immunité, de maladie auto-immune, en fait, en gros, cet auto-antigène qui est censé ne rien déclencher va devenir visible au sens danger détecté par le système immunitaire. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que cette visibilité qu'acquiert l'antigène, elle peut être liée à des ruptures de barrières, par exemple à une effraction de la peau, à une blessure, à une lésion, un traumatisme qui va tout simplement exposer l'antigène. Ça peut être lié à une expression qu'on dit ectopique, c'est-à-dire qui est faite chez des cellules qui d'habitude n'expriment pas cette protéine. Et donc ce fait, là aussi, perturbe le système immunitaire qui trouve que ce n'est pas normal. Et puis, on peut avoir ce qu'on appelle le démasquage d'antigènes qui sont cryptiques. Alors cryptique, ça veut dire caché, dans des cryptes. Ça, c'est aussi l'agression physique ou chimique, une brûlure, des traumatismes, des rayonnements, des choses comme ça, peuvent aussi démasquer des antigènes. Les médicaments, on l'a dit. Et puis, par apoptose aussi, on en dira juste un mot, il faut que je me dépêche un peu. Par apoptose, ça veut dire la mort cellulaire programmée, qui est un phénomène tout à fait physiologique, mais qui, n'empêche, va favoriser le relargage d'antigènes qui ne sont pas spécialement exposés au système immunitaire d'habitude, c'est-à-dire tout ce que contient une cellule, y compris les composants de son noyau, les composants qu'il y a dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Puis il y a un autre phénomène intéressant qui est le mimétisme moléculaire, c'est-à-dire que des fois le système immunitaire se trompe un peu ou se fait leurrer, et quand il va voir un antigène exprimé par une bactérie, il peut se tromper, il va réagir contre l'antigène de la bactérie, mais après, il peut le confondre avec un antigène du soi. Et donc, la réaction va continuer, alors que finalement, au départ, le problème, c'était la bactérie. Et puis, comme ça se ressemble, il se trompe un petit peu et puis il va réagir contre certaines protéines du soi. Juste un mot pour vous dire peut-être le rôle des hormones. Bon, il est loin d'être élucidé entre hommes et femmes. Sachez que assez récemment, quand même, il y a des éléments qui sont venus nous montrer qu'il y avait un facteur
qui s'appelle R, qui est en fait un facteur de régulation de l'expression des auto-antigènes, qui est régulé par les hormones féminines, donc par l'œstradiol. Et du coup, ça permet de faire le lien entre la différence d'expression, de survenue de maladies auto-immunes entre les hommes et les femmes. Donc au niveau du thymus, c'est un petit organe que vous avez à la base du cou et qui est un organe capital pour le système immunitaire, puisque c'est l'école des lymphocytes un petit peu, si vous voulez. C'est là que les lymphocytes apprennent à reconnaître le soi du non-soi, c'est là qu'on les sélectionne, qu'on garde les meilleurs et qu'on c'est un système très sélectif parce qu'il va même tuer les mauvais élèves. Mais tout ça, ça se fait parce que dans ce thymus, on arrive, et c'est assez extraordinaire, à exprimer un catalogue d'auto-antigènes assez important, qui est un vrai dictionnaire finalement pour le système immunitaire. Et ça se fait, cette expression des auto-antigènes, sous la dépendance de ce facteur R, et donc qui est notamment augmenté par l'œstradiol. Bon, l'apoptose, je vous l'ai dit, c'était juste pour vous resituer la cellule normale. Elle va subir des modifications et c'est une mort cellulaire programmée tout à fait normale qui a lieu tous les jours. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand cette cellule se suicide, au contraire de la nécrose, dont vous avez peut-être entendu parler, la nécrose, là, c'est plus un assassinat. L'apoptose, c'est un suicide. Donc, un suicide tout à fait physiologique. Et le seul problème chez certains, c'est que ces corps apoptotiques, là, qui sont issus de la cellule qui se dégrade, ils vont pouvoir libérer un certain nombre d'antigènes qui sont habituellement, je vous l'ai dit, pas accessibles. Normalement, tous ces corps apoptotiques ils sont nettoyés par les macrophages, ce qu'on appelle les phagocytoses, mais chez certains patients, il y a des déficits de ces mécanismes qui peuvent concourir à justement la libération d'un certain nombre de corps apoptotiques ici de façon exagérée, on va dire. Et là, c'est une espèce de diapo. Alors, j'ai essayé d'enlever des bouts parce qu'elle est un peu compliquée, mais après, c'est un peu compliqué de tout enlever aussi. Ce que je voulais que vous reteniez, puisque là, on parle de lupus, là, c'est l'exemple du lupus systémique, c'est qu'effectivement, sous l'influence de certains facteurs favorisants, donc là, on retrouve toujours la même petite bactérie, le soleil, enfin, plein de choses. On va commencer à activer ce système immunitaire, on va avoir une production de corps apoptotiques donc, qui va être importante. Tout ça va évidemment activer le système. Et dans le lupus en particulier, il y a des cytokines qui sont très importantes, notamment au carrefour d'un certain nombre de réactions, l'interféron alpha, dont vous savez peut-être qu'il y a maintenant des médicaments qui essayent de diminuer donc, l'effet de l'interféron alpha. Cet interféron, il est lui-même potentiellement activateur d'autres cellules présentatrices d'antigènes qui vont activer tous ces lymphocytes. Alors les lymphocytes B, eux, leur rôle, c'est surtout de faire des anticorps. Donc en l'occurrence, ce sera des auto-anticorps. Sous l'influence en plus d'un facteur que vous connaissez peut-être aussi qui est BLyS, qui est le B lymphocyte stimulator, donc un activateur, enfin un facteur de survie du lymphocyte B, l'interleukine 21, l'interleukine 10. Tout ça donc produit ce qu'on appelle des immuns complexes ou des complexes immuns, un mot que vous connaissez peut-être pas, qui est tout simplement l'association du duo anticorps-antigène. Donc on appelle ça un immun complexe. Et ces immuns complexes, notamment dans le lupus, concourent à l'activation du complément et surtout vont se déposer en partie dans les tissus, notamment dans le rein et la peau. Et ça participe donc à l'apparition des lésions qui vous gâchent la vie ensuite quand vous avez un lupus. Donc l'idée là, c'est pas de tout retenir, mais de savoir, donc après il y a cette toxicité, cette inflammation, de savoir qu'en gros, comme pour les vascularites, on va le voir juste après, j'en aurai fini après, il y a toujours cette histoire de facteurs déclenchants qu'on ne connaît pas très bien, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand le système est lancé, il y a une espèce de cercle vicieux, et c'est quand même assez difficile de le rompre.
Donc on le rompt soit en bloquant un des piliers qui entretient la réaction, soit en agissant directement sur les cellules, en leur disant bon ça va, ça c'est les immunosuppresseurs, il faut se calmer. Le problème c'est qu'il faut se calmer, ça calme un peu tout le système immunitaire, donc c'est pas très bien non plus. Voilà, donc tout ça, l'idée c'est un peu de voir que c'est très complexe, donc il faut laisser des schémas un peu complexes parce qu'on ne comprend pas encore tout. Tout le monde interagit avec tout le monde dans des cinétiques ou des temps qu'on ne maîtrise pas bien non plus. Et si on regarde les vascularites, c'est pas très différent. On a toujours des facteurs environnementaux, génétiques, médicaments qui vont induire une rupture de tolérance. Et là, les autoantigènes, ce n'est pas les antigènes du noyau ou les protéines de la cellule qu'on a vu tout à l'heure dans les corps apoptotiques. Ici, c'est deux enzymes du polynucléaire neutrophile qui s'appellent la myéloperoxydase et la protéinase 3. Et en fait, au cours de cette rupture de tolérance, on a une activation des polynucléaires neutrophiles qui va permettre l'expression de ces protéines qui sont normalement à l'intérieur du neutrophile et que le système immunitaire ne voit pas non plus. Seulement, pour des raisons qu'on ne connaît pas encore tout à fait très bien, ce polynucléaire, en s'activant, va exprimer à la membrane, vous voyez ici, là, c'est tout petit, va exprimer ces protéines qui vont être visibles par le système immunitaire, qui en parallèle produit des anticorps contre ces protéines, c'est ce qu'on appelle les ANCA, les anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles. Et tout ça va déclencher un ensemble de phénomènes qui va concourir, d'abord, qui va être associé au fait que les neutrophiles aussi, au cours de l'inflammation, vont rentrer dans les tissus. Ça, c'est le vaisseau sanguin. Mais aussi une espèce de mort qui est tout à fait originale et qui concerne surtout le neutrophile, qu'on appelle la nétose. C'est une espèce de suicide, là aussi, où le polynucléaire, en mourant, alors il ne meurt pas tout le temps, mais va éjecter son matériel nucléaire, qui est surtout constitué d'ADN. Vous connaissez ce terme d'ADN, le support d'information génétique, qui est très collant et qui va faire une espèce de filet à la Spiderman, et qui va, en théorie, capturer souvent les bactéries, mais ça peut être aussi un certain nombre de protéines, de facteurs inflammatoires, etc. Et tout ça associé à une dégranulation avec une libération de facteurs toxiques. Voilà. Donc en résumé, les maladies auto-immunes sont multifactorielles. Retenez qu'il n'y a pas de facteur déclenchant pour l'instant très bien identifié. Ne retenez pas, par exemple, qu'il suffit de faire une infection à tel virus pour faire une maladie auto-immune. C'est plusieurs choses qui se sont associées et qui font que la réaction immunitaire n'est plus adaptée. Il y a une rupture de tolérance à des auto-antigènes. La réaction immunitaire est inadaptée. Et retenez ce terme peut-être de cytokines et leur rôle, puisqu'elles sont de plus en plus des cibles thérapeutiques pour les traitements de ces maladies. Voilà, donc j'ai dépassé. Alors, on a le temps pour quelques questions. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au lupus. Le plaquenil, comment il agit sur la maladie? Alors, le plaquenil, comment il agit? C'est une bonne question. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est comment on va aborder aussi les traitements peut-être par la suite. Peut-être tout grouper, peut-être. Ouais. Parce que s'il y a un schéma, c'est peut-être plus facile. Sachant que, effectivement, le plaquenil, en fait, par rapport à ce qu'on va discuter, Sophie, elle a bien montré, vous avez vu les cytokines, par exemple, qui sont des cibles des médicaments dont on va parler précises, alors que le plaquenil, c'est un médicament qui agit sur beaucoup d'endroits du schéma qu'elle a montré. Et donc, c'est l'intérêt de ce médicament, c'est qu'en fait, aussi, il agit à tous ces endroits-là, des fois, en partie. Et donc, il est des fois plus complémentaire que d'autres traitements plus ciblés dont on va parler juste après. On dit qu'il ne faut pas fumer quand on a le lupus. C'est le tabac ou la nicotine qui pose problème? Alors,
j'aurais tendance à dire le tabac, mais je n'ai pas fait suffisamment de bibliographie là-dessus. D'une manière générale, on sait que le tabac a différents effets sur toutes ces maladies inflammatoires chroniques. Dans les maladies digestives ou autres, il y a un rôle du tabac. Ouais. Bonjour, merci beaucoup Bonjour. d'avoir organisé cette conférence parce que c'est vrai que pour nous c'est important de la part de Jessica qui nous soutient et puis tous les chercheurs, tous les professeurs qui sont là autour de nous, c'est quand même important. Moi je suis papa de ma fille qui a lupus depuis 6 ans. Voilà. Ça nous rassurait quand même un petit peu, voir comment l'évolution des maladies et puis aussi la prise en compte de ces maladies dans tout l'ensemble en Europe et puis certainement. Une question à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, quand je lis un petit peu dans la brochure Internet, un peu partout, c'est qu'il y a beaucoup quand même des gens qui sont dans la partie nazie, en Afrique subsaharienne, qui sont beaucoup plus, je dirais, pathologiquement, qui sont plus exposés. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces parties-là, quand on voit la politico-économique avec AstraZeneca et puis avec tous les laboratoires qui sont autour de nous, les moyens qui sont mis en place, par exemple, pour développer le Covid avec tous ces vaccins, qui est aujourd'hui qui est très vite. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a conscience quand même des parties l'Asie qui sont là pour nous aider, et avec tous les professeurs en France, en Europe, États-Unis, et avec tous les laboratoires qu'on a, est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même l'avancée dans ces recherches? Voilà une bonne question et très vaste. Oui, des avancées sur la recherche, il y en a tous les jours. Bon. Après, je crois qu'il faut avoir conscience, même si c'est malheureux, que tout ce qui est géré après en aval, c'est-à-dire après qui ont des conséquences cliniques avec des développements de médicaments, etc., c'est quand même très lié à la prévalence des maladies. Donc le lupus n'est pas une maladie très fréquente. Donc c'est certainement, à mon avis, mais ça n'engage que moi, un élément qui fait que les choses peut-être avancent un peu moins vite. Si vous regardez par exemple dans une autre maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde qui est largement plus fréquente, il y a beaucoup de médicaments qui ont été développés avec un certain succès parce que effectivement il y avait un potentiel et il y avait un marché. Le Covid, vous voyez, quand on met quand même à disposition un certain nombre de moyens, un certain nombre de moyens, on peut parfois aller assez vite. Voilà. Ouais, en complément, donc effectivement, aujourd'hui, on cible 2 maladies qui sont rares. Vous avez vu les chiffres qu'a montré Sophie. Si on prend toutes les maladies auto-immunes dans leur ensemble, dans une population occidentale, on dépasse 10% de la population. En Angleterre, en prenant une vingtaine de maladies auto-immunes, on a des chiffres récents, plus de 10% de la population adulte développe une maladie auto-immune. Mais ce qui est intéressant, c'est que les médicaments développés par une maladie fréquente, des fois, bénéficient aux maladies plus rares. Donc on utilise dans des maladies dont on parle aujourd'hui des médicaments qui ont été testés dans la polyarthrite ou dans d'autres maladies auto-immunes. Donc finalement, ça converge vers un mieux pour toutes les maladies auto-immunes. Question au fond. Après, on passera au topo d'après. Moi, je voulais savoir, parce que j'ai vu que le prix Nobel de la médecine, c'était au sujet de l'immunité. J'ai essayé de regarder, mais je voulais, si vous pouviez expliquer de manière un peu plus facile, quelle est cette recherche et en quoi ça pourrait nous aider en tant que lupus. C'était sur quoi? C'était sur la régulation et la tolérance, non? Oui, je pense qu'il y avait un travail, en tout cas, qui portait en partie sur les lymphocytes T régulateurs, il me semble. Donc ces lymphocytes, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est une population qui est connue depuis pas si longtemps que ça et qui a un rôle de régulation des autres populations de lymphocytes. Donc il y a certaines maladies où en état physiologique, tout fonctionne bien. Et puis certaines pathologies où il y a une anomalie soit de nombre de ces lymphocytes T régulateurs, c'est-à-dire il n'y en a pas assez, et donc le système s'emballe et on ne sait pas l'arrêter, soit il y en a assez, mais ils sont déficients, ils ne fonctionnent pas très bien.
Donc souvent, effectivement, ces lymphocytes régulateurs, pour tout ce qui vous intéresse en tout cas, peuvent être un élément de l'auto-immunité. Donc c'est surtout, les prix Nobel souvent maintenant sont attribués à plusieurs chercheurs, donc vous avez, ils sont 3. C'est un ensemble et c'est souvent pour évidemment le travail d'une vie. Donc voilà, c'était surtout ce concept de la régulation de la réponse Il y immunitaire. a une notion justement qui nous vient d'Asie, qui est celle du yin et du yang, vous savez, pour qu'il y ait un équilibre dans un organisme et peut-être dans l'univers. La métaphore, elle est appliquée à l'immunologie, comme a montré Sophie. On a des acteurs qui sont en excès, qui font plus d'inflammation et d'immunité, qu'on essaye de baisser avec les médicaments dont on va parler juste maintenant. Mais ce qu'on faisait moins jusqu'à présent, c'est qu'on ne s'occupait pas de la partie qui est déjà présente dans l'organisme et qui est déjà quelque chose qui régule vers le bas. Donc en amplifiant ce qui peut diminuer les choses naturellement, c'est ces nouveaux traitements aussi qu'on n'a pas encore à disposition, on peut restaurer l'équilibre de 2 façons, en baissant ce qui est en excès ou en augmentant la partie qui est censée bloquer les choses pour la réguler, les fameux régulateurs. On va passer, parce qu'il y aura plein d'autres moments, on va passer à la deuxième partie. Alors voilà rapidement le plan de notre topo. On va parler beaucoup de la cortisone, qui est vraiment un vieux médicament, mais qui est toujours un traitement socle des maladies dont on parle ce matin, vascularité lupus. On va voir un petit peu sa partie encore yin et yang, ce qui est positif chez la cortisone et puis ce qui peut être négatif et qu'on va essayer de vous montrer comment on peut éviter. On va parler des fameux biomédicaments, des médicaments un peu plus modernes. Et puis ensuite, on parlera peut-être un petit peu de certains aspects qui sont spécifiques aux 2 maladies qui sont présentes dans la salle. Alors, la cortisone, quelle place elle a dans le traitement actuel ? C'est un traitement qui marche très rapidement. Donc c'est vrai que la plupart des moments où il y a une poussée de la maladie inflammatoire, où c'est comme disait Sophie, rouge, douloureux, chaud, etc., là vraiment la cortisone, c'est difficile de s'en passer parce qu'elle agit extrêmement rapidement. Ensuite, c'est un médicament qui va agir avec les autres traitements sur le plus long terme. Les autres traitements qu'on appelle les traitements de fond de la maladie, c'est ce qu'on appelle des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs. On va à chaque fois, nous, médicalement, quand on vous reçoit en consultation, essayer d'évaluer la maladie pour voir de quoi vous avez besoin, mais en donnez pas le maximum, donnez le minimum nécessaire. Donc à chaque consultation, la question qui se pose avec un patient, c'est ce que je lui donne sur l'ordonnance, est-ce que ça peut être réduit en fait ? Pas pour des questions de coût, même si ça pourrait rentrer dans la balance au niveau de nos gouvernants, mais pour des raisons effectivement de balance bénéfice-risque. Si j'en donne trop alors que ce n'est pas nécessaire, j'expose à des effets secondaires. Si j'en donne pas assez, j'expose à une rechute de la maladie, à sa progression au niveau des organes. Et donc aussi, on va pouvoir aussi essayer de discuter l'arrêt des traitements de la plupart, avec des timings différents, mais partez du principe qu'on ne parle plus de traitement à vie. Quand on annonce la maladie, ou dans les premières années de la maladie, des fois, effectivement, maladie chronique veut dire une maladie qui va durer extrêmement longtemps, mais pas forcément avec les mêmes traitements. Ce qui veut dire que l'horizon pour vous, c'est pas que le traitement que vous avez à un moment donné sera toujours le même, il sera probablement, quand c'est possible, réduit, des fois arrêté temporairement, au moins en partie, mais ce n'est pas quelque chose de constant. Alors la dose, c'est une question importante. Donc pour revenir sur ce que je viens de dire, on essaie toujours d'employer la dose minimale nécessaire. La dose idéale, c'est 0, notamment pour la cortisone. Tous les médecins du monde visent à donner 0 corticothérapie, voire même des fois, quand c'est possible dans certains cas, à ne pas la démarrer. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est elle qui est la plus rapide et la plus efficace. Quand on a une dose qui est environ à 5 mg de cortisone par jour ou moins, c'est vrai que pendant un certain temps, c'est assez neutre en termes d'effets secondaires. Par exemple, je vais prendre un exemple, la prise de poids, l'insomnie, effectivement, à des doses de 5 mg, de 4 ou en tout cas moins de 5, généralement, il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que notre corps, physiologiquement à tous, quand on n'a pas de médicaments, il produit une cortisone naturelle à ces doses-là à peu près. Donc quand on est à 5 mg ou moins, finalement, on se remet quasiment aux doses de la physiologie. Mais idéal, c'est 0. La dose initiale qu'on va vous donner, elle dépend de l'atteinte que vous avez. C'est sûr que ce n'est pas pareil de traiter une petite atteinte de la peau, d'une énorme atteinte articulaire ou d'une atteinte qui touche le cerveau, le cœur ou le rein. Donc la dose de cortisone que vous recevez, elle peut aller à des milliers de milligrammes des fois en perfusion. Elle dépend de la sévérité de la maladie au moment où on la prend en charge et elle est adaptée bien sûr aussi au poids. Et ensuite, l'efficacité mais aussi les effets secondaires, ils sont dépendants de la dose. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas dire la cortisone c'est bien ou c'est mal. C'est cette dose de cortisone, elle est bonne ou elle est mauvaise à un instant donné, dépendant de vous et aussi dépendant de pourquoi on la donne et à quel moment. Alors combien de temps on donne la cortisone ? Autant que nécessaire, c'est un peu une apalissade. En fait, l'objectif, c'est qu'on vous mette dans ce qu'on appelle une rémission. La rémission, c'est un terme
qui fait un peu comme en cancérologie, mais c'est le terme qu'on emploie maintenant actuellement. La rémission, c'est une maladie, comme a dit Sophie, où il n'y a plus les symptômes pour la personne. Est-ce que la rémission, elle doit enlever les anticorps qu'on dépiste dans vos prises de sang? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on pourra en reparler plus en détail. Notre objectif, c'est que vous soyez bien sans inflammation au niveau de vos symptômes. Il peut arriver des fois où les anticorps persistent dans les prises de sang. Ça ne veut pas dire qu'on a raté l'objectif de la rémission. Donc le moins longtemps possible de cortisone. C'est vrai que maintenant, dès qu'on peut l'arrêter, on l'arrête. Si on a du mal à l'arrêter, on va vous donner un autre médicament. On va en parler. C'est Pierre-André qui va développer ça. Des fois, dans le but d'arrêter un traitement de la cortisone, on va donner un autre médicament qui a moins certains effets secondaires. Le sevrage, il se fait toujours de façon progressive parce que la cortisone, on en a tous besoin pour vivre, on en sécrète naturellement. Si vous prenez de la corticothérapie, le seul message à retenir, ne jamais l'arrêter. Si vous avez une gastro-entérite que vous vomissez, il faut qu'on puisse la donner des fois en perfusion parce que le corps, sinon, entre dans un sevrage cortisonné qui est pas du tout, qui peut être assez embêtant. Les modalités d'arrêt, elles sont variables selon les médecins, selon les pays. Il y a des personnes chez qui les médecins arrêtent très progressivement. Ils font par exemple 5, 4, 3, 2, 1, comme une espèce de compte à rebours à l'envers avant d'arrêter la cortisone. D'autres personnes, quand ils sont à 5 mg, certains médecins arrêtent et passent de 5 à rien. C'est tout à fait envisageable aussi, sous surveillance. Et encore d'autres pratiques passent de la cortisone médicament, le Cortencil par exemple, qui est un médicament utilisé, ou le Soluprède, il passe à un médicament qu'on appelle hydrocortisone, qui est une cortisone de synthèse naturelle, qui est celle de notre hormone corporelle, pour faire le passage entre la cortisone de synthèse, la cortisone naturelle hydrocortisone, et puis l'arrêt. Alors voilà, pour le lupus, la rémission, elle est définie maintenant dans nos protocoles nationaux de la façon suivante. Il faut que vous n'ayez pas de signes cliniques, par exemple, pas de douleur articulaire, pas d'inflammation de la peau. Il faut qu'il y ait de la cortisone à 5 mg ou moins, et que les autres traitements, dans le cas du lupus, et notamment au moins le plaquenil, mais ça peut être d'autres médicaments associés, soient à des doses stables. Ça, c'est l'objectif premier où, en fait, dès qu'on l'a atteint, en fait, on est assez satisfait parce que ça engage le fait que la santé soit stabilisée. Par contre, tant qu'on n'a pas atteint cet objectif, on va changer nos traitements avec vous pour pouvoir l'atteindre. Alors, les effets secondaires, je ne vais pas essayer d'être anxiogène. On fait des fiches pour informer nos patients dès le début du traitement. On évoque la prise de poids, on évoque les éléments de régime, on en parlera dans les petits groupes où il faut faire attention, pas qu'au sel, mais aussi au sucre. On évoque les troubles de l'humeur, le stress, l'anxiété que peut générer la corticothérapie, l'insomnie. Ça, tout le monde n'est pas égal par rapport à la même dose. Donc, il y a des effets secondaires. Un des effets secondaires, on va en parler après avec un de nos collègues, c'est les infections. Donc, quand on commence la cortisone ou les autres traitements de ces maladies auto-immunes, comme on va baisser le système immunitaire que vous a montré Sophie, on baisse les cytokines, on baisse les cellules. Le prix à payer, entre guillemets, malheureusement, c'est une susceptibilité aux infections. C'est pour ça qu'on va être très très lourd à chaque consultation pour vous demander d'être des bons élèves de vaccination, quel que soit l'âge en fait. Parce qu'effectivement, même si vous êtes très jeune, quand vous êtes sous des fortes doses de ces traitements, ça vous rend susceptible aux microbes qui vont faire des infections beaucoup plus carabinées que des personnes qui n'ont pas ces traitements. Donc les vaccins sont vraiment quelque chose qu'on va discuter après de façon attentive parce que c'est vraiment important. Il n'y a pas que ça, il y a le fait de consulter aussi rapidement quand il y a de la fièvre. Alors à chaque fois, la consultation, c'est une négociation entre le médecin et son patient par rapport aux médicaments. Est-ce qu'on donne des doses qui sont fortes et on est sûr que la maladie est stable, mais il y a des effets secondaires, par exemple les infections? Ou est-ce qu'on donne des doses qui sont plus faibles, voire on arrête, mais on s'expose à ce moment-là à moins d'effets secondaires, mais à plus de risques que la maladie récidive. Et donc c'est au cas par cas qu'on prend cette décision avec chaque patient. Il n'y a pas de recette toute faite pour l'ensemble des patients. J'ai bientôt fini pour ma partie. Quelles sont les alternatives justement pour faire ce qu'on appelle de l'épargne cortisonique, en donner le moins possible sur le long terme? Première alternative, ne pas débuter la cortisone. Par exemple, dans une maladie de la peau, que ce soit la vascularite ou le lupus, si on peut traiter avec de la cortisone locale et éviter d'en prendre dans le corps par la bouche, on va favoriser ça. Les dermatologues favorisent ça. La deuxième chose, c'est justement cette corticothérapie locale qui peut se donner dans plein d'endroits. La peau est très connue, mais c'est valable aussi pour d'autres endroits. Par exemple, des maladies inflammatoires des yeux. On peut donner des collyres aussi anti-inflammatoires sans avoir besoin de donner la cortisone par voie générale. Ensuite, le principal, c'est d'arrêter rapidement la cortisone et aussi de prévenir les complications. Par exemple, la cortisone prise pendant des mois, ça fragilise les os. Donc on va des fois vous donner de la vitamine D et des fois des médicaments pour consolider les os pendant la prise de cortisone. Même si vous n'avez pas plus de 65 ans ou qu'il n'y a pas d'ostéoporose, on va surveiller ces aspects-là.
Et enfin, et c'est la suite, comment on peut épargner la cortisone? Bien justement avec les autres médicaments un peu plus modernes, qui des fois prennent le relais de la cortisone, ou peuvent des fois même la remplacer au long terme, quand on n'arrive pas à la baisser facilement. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, je vais effectivement vous parler de ce qu'on appelle les biomédicaments, les biothérapies. C'est depuis les années 2000 dans les maladies auto-immunes, c'est littéralement une révolution thérapeutique pour nous. Il faut savoir que dans les années 70-80, globalement, on avait la corticothérapie, alors qui est très bien, mais qui a aussi des effets secondaires qu'il faut toujours mesurer. Et puis, quand on avait des atteintes sévères, on utilisait on utilisait ce qu'on appelle le cyclophosphamide, qui est de l'endoxan, qui est un peu comme du napalm, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va calmer la maladie, mais c'est très peu spécifique, c'est très puissant. Alors, on l'utilise encore un petit peu, mais beaucoup moins. Et à partir des médicaments développés dans les maladies cancéreuses et hématologiques, sont nées les biothérapies. Mais les biothérapies, ça n'est pas que pour les maladies auto-immunes ou que pour les maladies cancéreuses. Par exemple, les premières biothérapies qu'on peut considérer biothérapies, c'est-à-dire des molécules qui sont nées de la biotechnologie, et on parle d'organismes vivants, c'est-à-dire que en fait, le médicament est créé parce qu'on reprogramme par exemple des cellules pour qu'elles fabriquent le médicament qu'on souhaite. Donc c'est à partir d'organismes vivants. C'est ça qui fait toute la différence avec la molécule chimique, un médicament, on va dire, conventionnel. Et donc les premières biothérapies ont été, par exemple, l'insuline, d'accord, les hormones. Et pour vous montrer ce panel, donc il y a l'insuline, des enzymes, des facteurs de croissance, les vaccins sont des biothérapies. Et puis, ce qui nous intéresse, ce sont les anticorps monoclonaux. On va y revenir après. Et vous pouvez voir sur le schéma de droite qu'on les utilise dans toutes les disciplines médicales. Que c'est utilisé en oncologie, mais également en rhumatologie, en dermatologie, en génétique, en gastro-entérologie, dans toutes les disciplines. Donc ce que je vous disais, c'est que comparé, nous, aux immunosuppresseurs dits conventionnels, qui vont jouer sur plusieurs cellules, là, nous, l'avantage d'une biothérapie, c'est que c'est un traitement qui est ciblé. On va aller cibler un messager chimique, une cytokine, un récepteur, et qui va bloquer une cascade derrière. Et donc les anticorps monoclonaux, il faut savoir qu'il y a près de 100 anticorps monoclonaux disponibles sur le marché pour tout un tas de pathologies, qu'il y a plus de 2000 produits en développement. Quand on parle de révolution, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que globalement, tous les ans, on nous propose maintenant des nouvelles thérapeutiques, des thérapeutiques qui sont prometteuses et qu'on utilise au fur et à mesure dans la prise en charge des pathologies auto-immunes. Alors, nous, ce qu'on utilise le plus, ce sont les anticorps monoclonaux. Donc, le docteur Desplagego vous a parlé de l'anticorps. Globalement, cet anticorps, il va reconnaître un antigène, où là, on va en fait lui faire détecter le messager chimique qu'on veut bloquer, le récepteur qu'on veut bloquer, ou les choses qu'on veut activer. Quand on dit monoclonal, c'est-à-dire que on injecte 1000 fois le même anticorps au patient. C'est exactement le même. Il n'y a pas d'anticorps différent, c'est le même. Et en fait, c'est le haut de la fourche que l'anticorps va détecter ce qui doit bloquer et ainsi bloquer la cascade. Alors, comme je vous disais, il y a tout un historique, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour améliorer la fabrication de ces anticorps, mais également la tolérance de ces anticorps, et avec l'amélioration des techniques de fabrication. Donc c'est en 1975 que le premier anticorps monoclonal
a été synthétisé, fabriqué, qui a valu d'ailleurs un prix Nobel aux médecins qui l'ont fait. Et puis, au fur et à mesure, on a amélioré les choses parce qu'au tout début, on a utilisé des modèles animaux, des souris, pour pouvoir fabriquer ces anticorps monoclonaux. Et du coup, les premiers anticorps qui étaient fabriqués, c'était un anticorps de souris, un anticorps qu'on cachait la souris. Et quand on l'injectait à l'humain, eh bien, en fait, ça marchait un peu, mais il y avait surtout de gros problèmes de tolérance immunitaire. Tout à l'heure, le docteur Desplat vous a parlé de la tolérance. Mais là, en fait, clairement, on injectait un médicament, un anticorps qui était tout de suite reconnu par le système immunitaire. Donc, il pouvait y avoir des réactions allergiques, de la mauvaise tolérance au long cours, et en plus, le développement du système immunitaire qui finalement va contrer cet anticorps. Et qu'est-ce qu'on peut retenir sur les 20 dernières années? C'est que les biotechnologies se sont améliorées, et au fur et à mesure, on est passé d'un anticorps qui était de la souris complète. On a fait ce qu'on appelle des chimériques, c'est-à-dire il y avait 80% d'humains et 20% de souris. Puis on s'est rapproché de plus en plus vers un anticorps qui est 100% humain, c'est-à-dire un anticorps identique que chez l'humain, du coup qui limite les problèmes de tolérance immunitaire. Alors comment ils fonctionnent, ces anticorps monoclonaux? Tout à l'heure, on vous a parlé des messagers chimiques, des cytokines, des cellules, des lymphocytes qu'il faut essayer de bloquer. Et du coup, eh bien, en fait, ils peuvent neutraliser. Par exemple, vous avez ici donc, le messager chimique, par exemple une cytokine, un messager qu'on souhaite bloquer. L'anticorps vient se mettre dessus, et du coup, ce messager chimique ne peut plus aller se mettre sur le récepteur qui est sur la cellule et ne va pas activer. Autre chose, un autre type d'anticorps, cette fois-ci, on ne bloque pas le messager chimique, mais on bloque directement le récepteur. C'est possible aussi. Et puis après, ils peuvent aider à la suppression d'une cellule en utilisant le système immunitaire, notre système immunitaire. Par exemple, l'anticorps vient se fixer sur le récepteur et en fait, cet anticorps va induire l'apoptose, c'est-à-dire une mort cellulaire programmée de la cellule qu'on souhaite détruire finalement. Ou sinon, on va utiliser le système immunitaire, soit d'autres types de lymphocytes, soit le fameux système du complément, où en fait, on retrouve notre anticorps qui active une partie du système immunitaire, et le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il va détruire la cellule. Et par exemple, détruire le lymphocyte B qui fabrique les anticorps. Et du coup, je voudrais introduire cette notion de biosimilaire. Vous savez que dans l'actualité socio-économique, dans le but d'essayer de réduire les coûts de santé, au fur et à mesure, quand on a une molécule chimique, par exemple le Doliprane, il a été génériqué, et du coup la molécule c'est le paracétamol, et du coup on fabrique ce médicament à un moindre coût, et on l'a génériqué. Mais le principe actif est exactement le même, à 100%, que le Doliprane. Quand on parle de biothérapie, vu que c'est à partir d'organismes vivants, il y a le médicament qu'on va cloner à moindre coût, il ne sera jamais identique à 100% parce qu'il y a cette notion d'organisme vivant. Donc en fait, on fabrique un médicament qui est identique qui est similaire à 99,99%, mais il n'est pas à 100%. Donc on ne peut pas parler de générique d'une biothérapie, on parle de biosimilaire. Et donc, ce sont des médicaments qui ont été produits par biotechnologie, dont le brevet a expiré. Il faut savoir qu'en général, la durée des brevets, c'est 10 ans. Donc, en fait, le médicament Princeps est là pendant 10 ans. La recette de fabrication est gardée secrète et elle n'a pas le droit d'être utilisée par d'autres laboratoires. Au bout de 10 ans, ce pare-feu saute. Et du coup, d'autres laboratoires ont accès
à la fabrication de ce médicament et ils peuvent essayer de le fabriquer à moindre coût. Ce médicament, ce biosimilaire, doit avoir démontré son équivalence aux médicaments biologiques de référence en termes de qualité, de sécurité et d'efficacité. Et pour pouvoir être considéré comme biosimilaire, son coût de fabrication, et donc le coût pour la société, doit être au moins de 25% moins cher au prix du médicament Princeps. Par exemple, si on prend le rituximab, la molécule Princeps, c'est Mabtera. C'est un médicament qui a un anticorps monoclonal qui va se fixer sur le lymphocyte B et qui va organiser la destruction de cette cellule. Quand les tests ont été faits pour le Mabtera, il y a eu au début des analyses classiques, après il y a eu des modèles animaux, et puis après il y a eu des essais cliniques de phase 1 pour voir la tolérance, de phase 2 pour voir l'efficacité, et de la confirmer en phase 3. Tout ça, c'est le cheminement classique d'un médicament. Quand on fait un biosimilaire, les choses vont plus vite. Il y a un gros temps d'analyse de la similarité pour s'assurer que le médicament est identique à 99,99%. On passe rapidement chez l'animal et après, les autres phases d'efficacité vont beaucoup plus vite puisqu'on sait que le médicament est très proche du médicament Princeps. Le principe de prescription, c'est ce que Laurent Chiche vous a dit, c'est que c'est toujours une discussion entre l'efficacité qu'on souhaite avoir, l'activité de la pathologie et également les effets secondaires. Parce que même si ces médicaments sont ciblés, effectivement, ils ciblent un messager chimique ou un récepteur, mais ça bloque une certaine cascade et ce sont des médicaments immunosuppresseurs, donc qui nécessitent des principes de précaution, des principes de sécurité, avec notamment les vaccinations, toutes les protections par rapport aux infections qu'on peut avoir, elles sont valables comme pour les autres immunosuppresseurs. Alors, des spécificités selon la pathologie auto-immune, et du coup je vais repasser la parole à Laurent pour le lupus. Alors, si vous vous demandez quels sont les traitements actuels, ou est-ce que le traitement que mon médecin me prescrit, c'est quelque chose qui est entre guillemets dans les règles de l'art, on a pour toutes ces maladies maintenant un effort qui est fait au niveau national de ce qu'on appelle un PNDS, un protocole de diagnostic et de soins national. C'est des documents qui sont libres d'accès, ils ne sont pas incompréhensibles, en fait c'est assez rédigé de façon assez simple, et puis en vérité vous pouvez y aller pour vérifier où est votre médicament, mais c'est effectivement une bible un petit peu pour tous les médecins français, pour que sur le territoire les traitements soient homogènes. En 2026, un médecin qui s'occupe d'un patient qui a un lupus ou d'une vascularite, il va probablement dans une situation avoir les mêmes choix de traitement sur tout le territoire, et ça c'est assez rassurant. Alors ensuite, effectivement, il y a des actualités. Le lymphocyte B, en fait, c'est les globules qui font les anticorps de toutes les pathologies auto-immunes. On dépiste des anticorps, et donc c'est une cible, comme l'a dit Pierre-André, qui est majeure. On avait donc le fameux rituximab, en fait, qui a été un des premiers médicaments qui cible le lymphocyte B, qu'on a utilisé dans toutes les maladies auto-immunes quasiment. Il y a un nouveau médicament qui est en cours de développement, notamment dans l'atteinte rénale du lupus, dont on va disposer très bientôt. Ces médicaments, avant qu'ils aient l'autorisation de mise sur le marché, le prix, etc., très souvent, nous, on les utilise en fait hors autorisation. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça veut dire qu'on se concerte dans des réunions au niveau local ou national, dans des centres qui sont référents, pour discuter des fois pour qu'un patient en 2026 puisse avoir un progrès d'une molécule qui va être approuvée dans l'année et qu'à quelques mois après, il puisse en bénéficier. Et puis, effectivement, dans le lupus, jusqu'à présent, on avait seulement 2 biothérapies qui avaient passé tous les filtres qu'a montré Pierre-André, c'est-à-dire des études chez l'animal, chez un grand nombre de patients, pour être sûr que ce qu'on donne est prouvé. La première dans le lupus, c'est le belimumab, qui est un traitement qui cible une petite protéine dont a parlé Sophie au début, qui s'appelle BLyS ou BAF, et qui vient activer les fameux lymphocytes B. Donc là, on n'attaque pas la cellule directement coupable, on attaque ce qui la stimule. Et donc ça, c'est un médicament qu'on a depuis plus de 10 ans dans le lupus. Et plus récemment, on a une autre molécule qui cible aussi une autre protéine importante du lupus, qui est l'interféron, qui s'appelle anifrolumab, et qui vient bloquer les récepteurs. Comme a dit Pierre-André, on peut bloquer soit la protéine incriminée, soit le récepteur sur les cellules. Et ces 2 médicaments ont des indications dans le lupus selon sa forme.
Je ne rentrerai pas dans le détail là, on pourra en parler dans les petits groupes. Mais voilà, vous voyez que pour une maladie rare, quand même, ça fait peu de biomédicaments. Dans la polyarthrite, franchement, ils en ont beaucoup plus, parce que c'est une maladie plus fréquente, plus nombreuse. Mais avec le temps, même dans les maladies les plus rares, c'est en train vraiment de se développer. La fameuse révolution est en train de les toucher. Et du coup, pour les vascularites à ANCA, il y a également encore le fameux rituximab, où on cible ce fameux lymphocyte B. Donc on détruit le lymphocyte B, ce lymphocyte B qui fabrique les ANCA, mais également qui fabrique d'autres anticorps. C'est pour ça qu'on essaie d'affiner les recherches, on essaie de développer des médicaments qui cibleraient ces fameux lymphocytes dont vous a parlé Sophie, les lymphocytes autoréactifs, un peu les mauvais élèves qui restent à fabriquer ces mauvais anticorps, quelque chose qui sera encore plus ciblé, donc ça c'est en cours de développement. Et comme l'a dit Laurent, ça fait partie du protocole national de soins des vascularites qui est accessible. Alors ça c'est pour la granulomatose avec polyangéite et la micropolyangéite. Il y a une troisième maladie dans les vascularites associées aux ANCA qu'on appelle la granulomatose avec éosinophilie et polyangéite, qui est un petit peu différente, qui prend quand même certains mécanismes de ces deux cousines, mais qui a une autre partie qui est un petit peu plus mystérieuse, avec notamment l'implication d'un autre type de polynucléaires qu'on appelle les polynucléaires éosinophiles. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on a des traitements qui ciblent cette fameuse cellule, le polynucléaire éosinophile. On a ce qu'on appelle le mépolizumab, qui est, alors il cible pas directement l'éosinophile, mais il cible la cytokine qui est l'interleukine 5 qui favorise la survie et la production de ces éosinophiles. Et puis il y en a un autre qui n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché, mais qui peut être une alternative prometteuse, qui s'appelle baralizumab, qui neutralise l'interleukine 5 où cette fois-ci on bloque le récepteur de l'interleukine 5 directement sur l'éosinophiles. Donc vous voyez que même sur des niches de cellules, il peut y avoir des biomédicaments spécifiques qui sortent aussi, et c'est maintenant intégré également au protocole national de soins. Voilà, merci à vous tous de votre écoute. Alors pareil, on a la place pour 2-3 questions. Je voulais savoir, dans la biothérapie, est-ce qu'il y a des contraintes de mode d'administration, péros, injectable, et de conservation, froid ou pas, enfin chaîne du froid? Ouais, c'est une bonne question. Tu veux... Alors, on a plusieurs voies d'administration de cette biothérapie. Alors, bon, je parle pour le rituximab, ça se fait en intraveineux à l'hôpital, donc ça implique d'être au moins en hospitalisation de jour. Après, pour d'autres biothérapies, comme par exemple le belimumab, il existe en voie sous-cutanée également. Le mépolizumab est également en voie sous-cutanée, et du coup, on peut voyager avec, même en cabine d'avion. Il suffit d'avoir l'ordonnance avec soi, et ça, effectivement, c'est des médicaments qu'on va transporter à 4 degrés pour éviter une rupture de la chaîne du froid. D'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste revenir sur l'épargne au niveau de la cortisone, pour justement comment vous gérez le sevrage quand il est possible sur certains patients, et est-ce que il y a des analyses qui peuvent venir vérifier le redémarrage de la synthèse de cortisol au niveau de l'organisme, enfin en gros un peu les recommandations, et comment vous gérez ça? Alors généralement, quand on arrête la corticothérapie progressivement, et en plus qu'on l'a donné le moins longtemps possible, et dépendant aussi un peu de l'âge, le système hormonal naturel redémarre assez rapidement. Dès que le corps n'a plus la cortisone, le lendemain, il redémarre sa production. Mais des fois, ce redémarrage, il peut être un petit peu des fois plus long. C'est pour ça que des fois, si on voit qu'il y a beaucoup de fatigue ou des symptômes de sevrage importants, on va avoir tendance cette fois à donner l'hormone hydrocortisone, qui est un équivalent, comme pour l'insuline, de la cortisone naturelle.
Et ces situations d'insuffisance surrénalienne, les glandes qui fabriquent la cortisone s'appellent les surrénales. Et donc quand elles ont été endormies pendant des mois par la cortisone qu'on prend par la bouche, le réveil peut être un peu plus lent chez certains. On fait attention. Si on a un doute justement là-dessus, on peut faire un dosage du cortisol circulant à 8h du matin à jeun. On peut faire d'autres tests aussi plus compliqués pour voir comment elle se réveille ou pas. Mais généralement, maintenant, il y a un consensus pour dire qu'un simple dosage du cortisol, qui est dans les bons chiffres, en fait, est plutôt rassurant. Le seul bémol, c'est s'il y a quelque chose d'autre, par exemple une infection. Par exemple, vous avez de la cortisone pendant quelques mois, on l'arrête très progressivement, ça se passe bien. Vous n'avez plus de cortisone et le corps reprend son fonctionnement. On est à quelques jours de l'arrêt et hop, la grippe arrive. Dans cette situation, en fait, le corps, naturellement, il est censé fabriquer naturellement 2 ou 3 fois plus de cortisone pour lutter contre le stress. Si le réveil n'est pas encore complet, à ce moment-là, ça peut vous mettre un peu dans le rouge relativement. Vous en fabriquez naturellement, mais pas complètement ce qu'il faudrait. On va devoir donner un coup de pouce en reprenant non pas la corticothérapie, mais en donnant cette fameuse cortisone naturelle un petit peu pendant quelques jours. Donc ça, c'est des précautions qu'on donne au sevrage, effectivement. Donc quand il y a un sevrage de cortisone, c'est quelque chose qui se prépare. C'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter la corticothérapie, notamment quand aux doses plus élevées, il faut y aller très progressivement. Merci beaucoup. Justement, pour continuer sur le sujet de la cortisone, je n'ai pas très bien compris. On produit de la cortisone de façon naturelle à peu près équivalente à 5 mg par jour. Quand on rajoute ces 5 mg en toile de fond, donc ça fait plutôt à ce moment-là 10 mg jour de cortisone. Non, parce que justement, quand le corps voit arriver la synthèse, oui. Il est intelligent dans son système de régulation, en fait, il arrête de faire. D'accord, ok. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, comme il se met en pause, okay. Ce qu'on espère, c'est quand on arrête la synthèse, il reprend naturellement. Mais des fois, cette jonction peut prendre un peu de temps selon la durée que vous avez été exposé à ce qui vient de l'extérieur, selon l'âge aussi. C'est pour ça qu'on fait attention à cette reprise, en fait. D'accord. Et donc, sur 5 mg de cortisone jour, il n'y a pas d'effet secondaire, vraiment, en tout cas pas d'effet délétère. Et donc, dans quel cas cette cortisone à 5 mg jour au long cours est prescrite ? Alors, en fait, pour être bien clair, 5 mg au moins est très rassurant parce qu'on se rapproche de la physiologie, mais néanmoins, la cortisone de synthèse sur le long terme, en fait, a des effets quand même cumulatifs, par exemple sur le capital osseux, sur le plan cardiovasculaire. Donc c'est pour ça que l'idéal est vraiment d'arrêter. Le message, il est juste de dire qu'en fait, si vous êtes contrôlé au niveau de la maladie pendant un certain temps, par exemple quelques mois, avec 5 mg, il n'y a pas péril en la demeure. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on appelle l'inertie thérapeutique, c'est-à-dire que tout le monde soit content de 5 mg et qu'on ne le remette jamais en question alors qu'on a les moyens de le faire. Okay. Donc il y a 2 choses à éviter. Banaliser en fait, le fait de laisser une petite dose de cortisone sans jamais la remettre en question, ou inquiéter les gens parce qu'ils n'auraient que 5 mg. Les 2 sont des extrêmes qu'il faut essayer d'éviter, ouais. Mais c'est pour que ça soit complet. Okay. Merci. Allez, une dernière question. Bonjour, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais la biothérapie, en fait, elle est censée venir remplacer tous les traitements qu'on a aujourd'hui ? Est-ce que c'est... Alors, ce sont des traitements d'épargne cortisonique, au même titre un peu que les immunosuppresseurs. Ce sont des traitements de fond. On les utilise très rarement. Ce n'est pas un traitement de la crise parce que ce n'est pas un médicament qui va agir en 24 ou 48 heures comme quand on a des douleurs articulaires ou par exemple on met tout de suite... Des fois, on peut mettre 15-20 mg de cortisone pour soulager et pour calmer un peu les choses. C'est vraiment un traitement de fond. Ça met quand même plusieurs semaines à être efficace. Et le but, effectivement, c'est que ça prenne le relais d'une corticothérapie, ou en tout cas que ça permette de la baisser, parce que sinon, on serait obligé, par exemple, de dire, si on n'avait pas de médicament d'épargne cortisonique, peut-être qu'on ne pourrait pas descendre en dessous de 20 mg par jour de cortisone, ce qui n'est pas envisageable, plus envisageable en tout cas à ce jour. Et du coup, on utilise ces médicaments pour baisser et pour essayer d'arrêter la cortisone. Ce sont des traitements de fond. Est-ce qu'on a forcément besoin d'un biomédicament ? La réponse est non. Beaucoup de patients n'auront jamais de biomédicaments parce que des médicaments dans le lupus, par exemple, comme le plaquenil, sont un des premiers traitements d'épargne cortisonique. Et dans d'autres maladies, par exemple, effectivement, on donnera un traitement par biothérapie qu'on pourra ensuite arrêter parce qu'ils ont aussi un effet rémanent dans le temps, comme le fameux rituximab. Et donc, il n'y aura pas forcément, à un moment donné, besoin forcément de biomédicaments. Donc, tout le monde n'est pas concerné. Par contre, chez un patient chez qui on n'arrive pas à arrêter la corticothérapie, heureusement qu'on a bien sûr le plaquenil, et quand ça ne suffit pas, les immunosuppresseurs, les biomédicaments, un arsenal qui est en train de s'enrichir, pour pouvoir trouver aussi ce qui vous convient le mieux par rapport à des effets secondaires. Et les biothérapies, pour certains types d'atteintes, ne pourraient pas rentrer dans l'ordre
on peut, par exemple, une atteinte rénale très active sur un lupus, même si la cortisone n'avait pas les effets secondaires qu'on connaît, ça ne suffirait pas pour mettre au repos la maladie, puisque ce n'est pas suffisant. Donc il y a aussi, hormis le fait que ce soit une épargne cortisonique, il y a aussi le fait qu'on bloque d'autres voies du système immunitaire qui sont très impliquées dans le développement de la pathologie auto-immune. Donc bonjour à tous, donc je suis Jean-Simon Reich en médecine interne à Saint-Joseph, donc je ne suis pas infectiologue ni immunologiste, donc j'ai vu que vous aviez des questions poussées, j'espère que je pourrai y répondre. En tout cas, je vous parlerai de ce qu'on fait en pratique et pourquoi on le fait. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité et vous tous d'être là pour écouter ça. Pour que ça soit un petit peu plus interactif, je vous demanderai de sortir vos smartphones. Je les remettrai après pour chaque question, mais vous pouvez dès à présent essayer d'ouvrir les 2 questionnaires. C'était pour avoir un peu, vous poser des petites questions. Allez, je vous laisse quelques secondes pour le faire et puis je passe, on les remettra après, mais gardez le smartphone à côté. Donc pourquoi on parle d'infection et de comment les prévenir, il faut avoir en tête qu'on s'est beaucoup concentré sur l'amélioration des traitements des maladies, que ce soit le lupus, les vascularites ou les autres maladies auto-immunes, pour éviter les complications mortelles ou pas mortelles de ces maladies. Et finalement, on a fait des progrès, il en reste beaucoup à faire encore, mais ça a fait prendre conscience qu'il y avait aussi d'autres complications indirectement liées aux maladies et parfois aggravées par les traitements plus performants, au premier rang desquels il y a les infections. Et les infections, elles augmentent le risque le fait d'avoir une maladie auto-immune, ça expose à un surrisque par rapport à la population générale qui n'a pas de maladie auto-immune, d'avoir une infection mortelle, à savoir que c'est multiplié par 3, voire beaucoup plus, selon les études et puis selon le type de maladie. Et ça, c'est devant les autres problèmes dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les maladies cardiovasculaires et à la marge les cancers, qui sont des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes en France dans la population générale, mais en termes de surrisque, c'est-à-dire par rapport aux gens du même âge, les infections, c'est la première cause. Voilà. Parce que les autres, il y a un petit surrisque, mais qui est moins important que la population, par rapport à la population générale. Alors, je vous parle du plus grave, ça fait un peu peur, les infections, et d'en mourir, mais c'est important de le savoir, mais c'est aussi un problème dans la vie, dans votre qualité de vie, parce que ça crée un grand nombre d'hospitalisations, les infections, et puis tout simplement, le fait d'avoir une infection ou des traitements à prendre supplémentaires, c'est une altération de la qualité de vie. Alors pour quelles infections? On va faire simple, c'est toutes les infections qui sont concernées, les bactéries, les virus que vous connaissez, mais aussi les champignons, les parasites, la tuberculose. Alors vous n'avez pas tous le même risque face à ces infections, parce que le risque il est variable en fonction de l'âge, plus l'âge avance, plus on a un risque infectieux qui augmente, de la maladie, selon le type de maladie, on a des infections qui vont être plus ou moins fréquentes, et puis des atteintes de la maladie. Si on a une atteinte rénale, pulmonaire, on va pas avoir un risque plus important que par exemple quelqu'un qui n'a qu'une atteinte articulaire. Ça dépend aussi sur le même pendant des comorbidités, c'est-à-dire des autres maladies qu'on a associées. Si on a une insuffisance cardiaque d'une autre nature, si on a une obésité, si on a un diabète, ça augmente aussi le risque infectieux. Et quelque chose qui est central aussi, c'est les traitements que l'on reçoit, ou qu'on a reçus par le passé ou qu'on reçoit actuellement, avec l'idée, alors là c'est surtout pour les patients qui ont un lupus, le plaquenil, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui n'augmente pas le risque infectieux, et voir dans les études qu'on a, au-delà d'aider au contrôle de la maladie, il permet aussi de limiter le risque infectieux d'environ 25%. Voilà. Le chiffre, c'est à prendre avec des pincettes, mais retenez qu'il n'augmente pas le risque d'infection, contrairement à la plupart des autres traitements, et il a plutôt tendance à le diminuer. Les corticoïdes, on en a parlé, c'est très dépendant de la dose. Plus la dose augmente et plus on a des fortes doses pendant une longue durée, plus le risque infectieux augmente. Et après, il y a les autres immunosuppresseurs, où là aussi, le risque infectieux dépend de la dose, mais aussi du type de médicament. Par exemple, pour vous donner des médicaments, le méthotrexate, on estime qu'il a un risque infectieux qui est moindre que le Cellcept, le mycophénolate, le rituximab.
Alors ça, c'était la première question. Je vais essayer de me mettre dessus. J'espère que ça va marcher. Alors, tac, pourquoi ça ne marche pas? Normalement, vous avez accès. Est-ce que vous voyez la question? L'idée, c'était quels sont les moyens de prévention des infections que vous connaissez? Alors, il faut bien valider une réponse. Quand vous me rentrez un mot, il faut valider, ensuite en rentrer un autre. OK. Donc, l'idée, pourquoi je vous demande ça, c'est parce que c'est gentil de vous faire peur en vous disant que c'est un risque, ça augmente le risque d'infection, mais c'est un risque qui est modifiable, en fait. Donc, c'est là tout l'intérêt de parler des moyens de prévention, c'est parce qu'on peut diminuer ce risque. Comme on peut diminuer celui des complications cardiovasculaires, celui des cancers, et au-delà, de mieux contrôler la maladie. Donc, vaccin, OK, on va tous être d'accord pour en parler. Nettoyer. Antibiotiques, OK. Masque. OK, gel hydroalcoolique, stérilisation. Alors, il y en a que j'ai du mal à... Tac, parce que ça bouge. OK, bien dormir, OK. Ça marche. Merci pour vos retours. Où est-ce qu'il est le mien? Alors, bon, globalement, je suis tout à fait d'accord avec vos propositions. Il y en a peut-être une qui était moins marquée, c'est que j'ai mis en premier, moi, c'est l'utilisation optimale des traitements que j'ai mis en premier parce qu'on va l'aborder vite, parce que ça a été déjà discuté avant et ça dépend surtout, enfin un peu plus de nous, c'est d'essayer de faire évoluer les schémas des traitements pour à la fois bien contrôler la maladie, mais aussi vous donner le moins d'effets indésirables liés aux médicaments. Et donc on va parler, c'est dans le traitement, au début, c'est essayer de baisser le plus vite possible, mais en évitant qu'il y ait une rechute, parfois en attaquant très fort pour diminuer plus vite, et des choses qui évoluent pour la suite, on en discute, parfois on vise la rémission et parfois on vise un très bon contrôle de la maladie, même s'il y a des symptômes résiduels, pour avoir une dose minimale de traitement. Donc ça, voilà, c'est essayer de vous donner le moins de traitements toxiques en termes de risque infectieux. Et après, ce dont on va parler ensuite, c'est les gestes barrières, la vaccination et les prophylaxies médicamenteuses, donc les antibiotiques et d'autres types de choses. Bon, les immunoglobulines, je passerai très vite dessus. Donc les gestes barrières, la première chose, c'est éviter les contacts à risque. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade ou quand quelqu'un vous dit « je suis malade, ça ne t'embête pas que je vienne te voir », si vous êtes vers un traitement immunosuppresseur, il vaut mieux lui dire peut-être qu'on se voit un peu plus tard. Voilà. C'est quelque chose d'assez théorique, mais qu'il faut quand même garder en tête quand on peut le faire. Quand on ne peut pas éviter les contacts, il y a le port du masque. Je rappelle que c'est remboursé, les masques sur ordonnance médicale, que ce soit les masques chirurgicaux ou les masques FFP2. Notamment quand vous êtes dans des endroits où il y a beaucoup de monde, dans les périodes hivernales. Bon, je pense à la salle ici, mais ça peut être notamment à l'hôpital, dans les transports en commun. Voilà, c'est des choses qu'on peut utiliser pour se protéger soi-même, ou on peut demander quand il y a quelqu'un de malade qu'on veut vraiment voir, s'il peut mettre un masque et vous le mettre aussi. Après, il y a le lavage des mains, alors qu'il peut paraître un peu plus vous voyez, anecdotique, parce qu'on se dit les virus ça se transmet comme ça en parlant par les gouttelettes, mais il y a aussi un risque de transmission par les mains parce que ça se dépose, parce qu'on le met à la bouche, voilà. Et quand on regardait, c'était le Covid, donc quelque chose qui est plutôt respiratoire. La réduction, là, quand on voit 0,5, ça veut dire que ça réduit à peu près de 50%, et donc on voit que le fait de porter un masque, ça réduit à peu près pareil que de se laver les mains, en sachant que c'est des études un peu difficiles à mener parce qu'on ne se lave pas tous les mains de la même façon, avec du gel hydroalcoolique, une bonne technique, on ne porte pas tous le même masque à la même fréquence, mais c'est avoir une idée que quand même ça réduit, c'est efficace. Voilà. Après, il y avait la distanciation sociale, j'en parle pas parce que c'est moins efficace et puis c'est moins performant que d'éviter un contact ou de porter un masque. Voilà, mais c'est une petite aide si on ne veut pas faire les autres. Alors, je vous dis ça. Il faut bien sûr l'adapter au risque qu'on a, c'est-à-dire que si on n'a pas un risque infectieux très important, par exemple si on n'est que sous plaquenil,
voilà, on va avoir moins tendance à vous proposer des mesures strictes que si vous avez un traitement d'attaque d'une forme grave avec des immunosuppresseurs forts, et avec l'idée que ce risque il varie dans le temps. Donc, on peut vous conseiller des choses très strictes au début et puis vous dire, bon, bah, là, on peut se relâcher parce qu'on a bien diminué les traitements. Et après, l'autre facteur à prendre en compte, c'est vous, de votre côté, ce qu'on accepte de faire, ce qu'on est prêt à faire, en sachant que, par exemple, si on a des enfants en bas âge, c'est sûr qu'on ne va pas vous dire de porter un masque chaque fois que vous les voyez parce qu'ils ont un risque de vous transmettre. Mais il faut essayer de discuter avec votre médecin référent de comment on peut faire, parce que lui, il vous connaît, il pourra discuter avec vous pour vous conseiller. Allez, on passe. Alors là, on tombe sur l'autre, c'est le site Vevox. S'il veut bien me le mettre. OK. Et donc la première question, c'était est-ce qu'on vous a déjà proposé des vaccins en raison de votre maladie ? Je vous laisse un peu, je vois qu'il y en a 8 qui se sont connectés. Ok, donc il y a quand même 25% de ceux qui ont répondu à qui on n'a jamais proposé de vaccination. Ok, et allez, j'enchaîne directement avec la deuxième question. Si oui, les avez-vous tous faits ? Ok, donc la moitié ne les ont pas tous faits, ok. Et alors, ce qui suit, c'est si vous avez répondu non à une des deux questions, c'est pourquoi vous ne les avez pas faits. Car on ne vous a pas proposé de vaccination, car vous estimez que ces vaccins sont inutiles ou inefficaces, car vous estimez que les vaccins sont surtout un moyen d'enrichir les laboratoires, car vous craignez la survenue d'un effet indésirable, car il y avait trop de vaccins proposés, car se faire vacciner, c'est trop compliqué. Pour une autre raison, et puis ça, vous aurez une question libre pour la suite. Je vous laisse un peu plus de temps parce que c'est un peu plus long de répondre à ça. Il y en a qui ont un peu plus besoin de temps. Je vois que tout le monde n'a pas répondu. C'est bon, allez. Quand on ne vous a pas proposé la vaccination, bon, forcément on retombe sur nos pattes. Ok, donc aucun parce qu'ils pensent que c'est inutile ou inefficace, un moyen d'enrichir les laboratoires, personne. Ok, vacciner c'est trop compliqué, personne. Ok, pour une autre raison, ça nous fera gagner du temps, on ne posera pas la question. Car il y avait trop de vaccins proposés, le plus, je m'en doutais, c'était la survenue d'un effet indésirable. Ok. Donc ça, c'était les questions. Donc on va parler là des freins à la vaccination dont on vient de discuter. Car on ne vous a pas proposé de vaccination, ça c'est un problème qui vient en grande partie de nous, mais vous allez pouvoir nous aider à le changer en prenant conscience de ça. C'est vrai que c'est souvent oublié alors que c'est quand même une pierre angulaire du traitement. Donc on fait des efforts pour y penser, mais vous n'hésitez pas à en parler à chaque consultation. Vous dites au fait on n'a pas parlé des vaccins, des infections et tout ça. Car vous estimez que ces vaccins sont inutiles ou inefficaces, je ne vais pas insister puisque personne n'en a parlé, mais inutile, vous avez conscience que du coup j'ai l'impression qu'on peut avoir des formes graves d'infection et que donc c'est utile d'avoir des moyens de s'en protéger. Inefficace, on aurait pu se dire oui c'est bien de s'en protéger mais ça ne marche pas les vaccins. Donc il y a des vaccins qui marchent très bien pour prévenir la maladie, mais un grand nombre de vaccins, leur but c'est de prévenir les formes graves. Par exemple, grippe, Covid, ce qu'on veut, c'est pas éviter la grippe ou le Covid, c'est éviter une forme grave, plus que limiter la survenue, l'intensité ou la durée de la maladie. Et ça, globalement, ils le font plutôt bien, ce vaccin. Et l'idée, c'est de le voir comme une ceinture de sécurité. Alors, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était
notre ministre à un moment de la santé, mais je trouvais que l'image était bonne. C'est une ceinture de sécurité, pas une protection totale, c'est-à-dire que ça évite pas la collision, la rencontre avec la maladie et le fait de l'avoir, mais ça évite, si on a cette maladie, d'en mourir ou d'aller à l'hôpital à cause de ça. Voilà, comment on évite de mourir d'un accident ou d'avoir une fracture du bassin. Et donc, l'idée qu'il faut quand même garder en tête sur l'efficacité, c'est quand on a un immunosuppresseur, il y a moins d'efficacité du vaccin, mais l'effet n'est pas nul, donc il est toujours important de le faire. Alors maintenant, c'est un peu plus étudié avec les nouveaux vaccins. Voilà. On pourra en discuter si vous voulez. Car vous estimez un moyen d'enrichir le laboratoire, vous êtes d'accord, et bien sûr, ils ont besoin de gagner de l'argent, les laboratoires, c'est quand même leur principe, en sachant qu'ils le font pour un objectif de santé publique, mais qu'il y a des moyens de régulation dans le remboursement et les prix qui dépendent de la rareté de l'indication. Là, pour le prix, c'est pas très concerné pour les vaccins, mais sur l'efficacité, la sécurité minimale pour que ça soit remboursé, on ne va pas autoriser un vaccin s'il a une balance bénéfice-risque qui est pas bonne, en sachant qu'on est très strict par rapport aux médicaments pour les vaccins pour ça. Et s'il est nouveau, s'il apporte quelque chose. Voilà. Et par-dessus se rajoutent des recommandations des sociétés savantes pour affiner ce choix en fonction des preuves, choisir quel vaccin on donne et à qui. Alors, survenue d'un effet indésirable, on ne va pas se mentir, c'est comme tous les médicaments, les vaccins, ça a des effets indésirables. Il y a ceux qui sont fréquents, eux, ce n'est jamais grave. D'accord ? Ça, les douleurs, les gonflements, les petites douleurs articulaires, voire de la fièvre, qui sont souvent le témoin de la réaction de l'organisme, de l'immunisation. C'est des effets d'ailleurs qu'on peut limiter avec une prise de paracétamol systématique pendant les 48 heures qui suivent. Voilà. Et après, il y a ceux qui sont exceptionnels et qui peuvent être graves. Voilà. On a entendu l'histoire des myocardites avec la vaccination anti-Covid. Il y a toujours ce débat de si le fait de stimuler le système immunitaire, ça peut favoriser une poussée de la maladie quand on a une maladie qui est liée à une dérégulation du système immunitaire, ce qui est toujours un peu débattu, mais il faut garder en tête que ces effets indésirables graves, ils sont toujours bien moindres en fréquence de ceux de la maladie elle-même. Voilà, parce que le trigger immunologique de la maladie est plus important pour une histoire de poussée de la maladie, et que, par exemple, les atteintes de myocardite au cours du Covid étaient beaucoup plus fréquentes. On est de l'ordre de 1 sur 1000 versus le vaccin 1 sur 1 million, 10 sur 1 million. Voilà, c'est pour vous donner cet ordre de grandeur. Bon, c'était le schéma, mais je vais passer dessus, on pourra en discuter. Ils avaient fait ça, c'était les Australiens qui avaient fait ça pour expliquer ce principe avec la vaccination contre la rougeole. Voilà. Après, il y a ceux infirmés, on pourra en discuter si vous voulez. Donc ceux-là, il n'existe pas. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, notamment, je parle du risque de sclérose en plaques avec l'hépatite B, la myofascite à macrophage. Voilà. On pourra en discuter si vous avez des questions sur ça, mais dites-vous il n'y a pas de sur-risque avec les vaccins de ces maladies. Alors, on va parler de quel vaccin et pour qui. Alors déjà, il faut se dire que dans les vaccins qu'on recommande, dans la population générale, il y a le DTPC, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Tétanos et coqueluche qui sont importants d'un point de vue individuel. Les autres, c'est plutôt pour éviter que ça revienne en France. Rougeole, oreillon, rubéole, on y reviendra dessus. HPV, vous savez, c'est le papillomavirus, c'est pour éviter certains cancers du col, mais en fait, on s'est rendu compte que chez les hommes aussi, il y avait des risques de cancer. Donc ça, c'est recommandé dans la population générale chez les adolescents avec une possibilité de rattrapage jusqu'à 26 ans. Varicelle, c'est proposé, recommandé chez les personnes qui ne l'ont pas eu pendant l'enfance. Ça risque de changer, ça peut-être dans les années à venir chez les enfants. Ensuite, il y a ceux qu'on recommande dans certaines situations et pour lesquelles vous êtes souvent concernés, c'est-à-dire si on est immunodéprimé, donc la plupart des patients qui ont une maladie auto-immune, sauf quand on n'est que sous plaquenil, il y a d'autres exceptions dont on ne va pas parler. Si on a des comorbidités, même sans immunosuppression, globalement les organes nobles quand ils sont touchés, si on a du diabète, de l'obésité, ou si on a un âge supérieur à 65 ans. Donc ça, c'est le zona, pour lequel il y a un vaccin efficace récent, le pneumocoque, où le schéma a un peu été modifié, on en parlera.
la grippe, le Covid-19, bientôt remboursé. Alors le remboursement, il n'est pas à jour pour tout le monde pour l'instant, mais c'est le VRS, c'est celui qui donne la bronchiolite du nourrisson, mais qui peut donner des infections pulmonaires graves chez les personnes à risque. Bon, et puis les autres, selon conditions, je ne vais pas vous en parler. Et alors, il y a une particularité, parce que je vous avais dit qu'il y en avait qui étaient recommandés dans la population générale, mais qui sont par contre contre-indiqués si on a une immunosuppression, avec quelques subtilités dont il faut discuter avec son médecin référent. Et ce sont les vaccins qu'on dit vivants atténués, c'est-à-dire que c'est au lieu d'avoir un petit bout du virus, par exemple, qui ne sera jamais, qui sera toujours inoffensif, c'est un vaccin un virus entier, mais qu'on a inactivé, qu'on a rendu un peu quiescent. Et en fait, si le système immunitaire est un peu défaillant, ça peut donner la maladie ou une maladie qui ressemble à la maladie et qui est liée au vaccin. Il faut penser que dans ces conditions, c'est important de vérifier la vaccination de votre entourage. On appelle ça le cocooning, ça permet de vous protéger. Si tout le monde est vacciné contre la rougeole autour de vous, ça diminue le risque d'avoir, vous, la rougeole. Donc ça, il y a la rougeole au rayon rubéole qui est concernée, la varicelle, la fièvre jaune pour ceux qui voyagent, la tuberculose. Alors quel schéma? Je vais passer très très vite, c'était juste pour vous renseigner. DTP, c'est tous les 10 ans qu'on est immunodéprimé, sinon c'est tous les 20 ans jusqu'à 65 ans. Après, on repasse à tous les 10 ans. La rougeole, il faut avoir 2, voire dans certaines conditions, 3 injections dans sa vie. L'HPV, selon le schéma, c'est 2 à 3 injections. La varicelle, c'est 2 injections. Bon, celui-là, c'est très rare, hein. Le zona, c'est 2 injections à 1 mois d'intervalle si on est immunodéprimé, à 2 mois d'intervalle dans les autres cas. Le pneumocoque, c'est passé maintenant avec les derniers vaccins, les dernières recommandations à une seule injection, ce qui facilite quand même les choses. La question du rappel, elle n'est pas encore tranchée. Pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. La grippe, c'est annuel. Le Covid-19, c'est annuel ou tous les 6 mois si on a une immunodépression forte ou on a plus de 80 ans. Et le VRS, ça sera une injection. Alors après, il y avait l'idée de... Ça fait beaucoup de vaccins. C'est vrai. Juste pour vous donner une idée, maintenant, ce qu'on rend obligatoire, c'est même plus recommandé chez les enfants, c'est tout ce qui est là, donc dans la population générale. Alors celui-là, il est conseillé, pas obligatoire, celui-là aussi. Le pneumocoque, puis tout cela, qu'on n'a pas de manière systématique dans votre cas, qu'on discute au cas par cas selon d'autres facteurs de risque que la simple immunodépression. Donc finalement, ce que vous avez en plus d'un enfant, c'est le zona, et puis les infections respiratoires qui sont potentiellement graves quand on est à risque. La deuxième chose, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est à la fois plus de contraintes, mais c'est aussi plus de chances de se protéger. Voilà. En sachant qu'en France, on a la chance d'avoir un remboursement de ces vaccins, donc c'est un moyen de protection supplémentaire qui vous est offert. Alors j'ai conscience que ça fait beaucoup de vaccins quand même, et donc que c'est une certaine contrainte, donc il y a des choses qui ont été mises en place aussi pour simplifier la vaccination. La première, c'est qu'on peut en injecter plusieurs en même temps. Alors, bon, quand on part en voyage, on peut en faire 4. On a souvent un peu plus d'effets indésirables à ce moment-là, donc on peut en faire 2, par exemple. La deuxième chose très pratique, c'est que normalement, le pharmacien peut vous injecter. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller retirer, le ramener à la maison, le mettre au frigo, aller voir le médecin ou l'infirmier. Vous arrivez, vous donnez votre ordonnance, le pharmacien vous vaccine. Alors, il y a des pharmaciens qui n'ont pas l'obligation de le faire, ils ont le droit de le faire. Et c'est parfois encore plus simple pour la grippe, le Covid. Donc déjà, vous recevez, mais ça ne marche pas toujours, la proposition vaccinale. Mais le pharmacien ou l'infirmier peut s'auto-saisir, s'auto-prescrire le vaccin et l'administrer. Donc sans penser par votre médecin. Limiter les effets indésirables avec le paracétamol systématique, on a parlé. Et vous avez pas mal parlé de rituximab avant. Il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une diminution importante de la réponse vaccinale après une perfusion de rituximab. Quand on peut, on essaie de faire le vaccin avant ou de le faire sinon à distance, 5 mois après si on doit avoir d'autres injections, 6 mois après si on n'a pas d'autres injections prévues. Il y a aussi des schémas qui sont à l'étude pour savoir comment on peut faire pour répondre au mieux, même si on a du rituximab. Et la dernière chose, c'est que quand même, il faut le faire, même si on n'est pas certain de l'efficacité parfaite, parce qu'elle peut passer par l'autre voie. Donc on avait dit les lymphocytes B, les anticorps sur la première présentation, mais il y a aussi la voie cellulaire, les autres lymphocytes qui peuvent être stimulés, qui ne sont pas ciblés par le rituximab. Voilà, c'est des choses théoriques, mais
voilà, vu le faible risque du vaccin et qui est non grave, on préfère voilà, le proposer. On va passer à la dernière partie, c'est les prophylaxies médicamenteuses. Alors une dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ou on vous en a parlé, c'est la pnéumocystose. C'est une infection pulmonaire à champignons. Ça, c'est un poumon qui n'est pas complètement sain parce que c'est un patient fumeur, mais en gros, un poumon normal, il est noir comme ça, et puis l'infection, c'est tout ce qui est blanc. Voilà. Et donc, ça vous donne une idée de la gravité que ça peut avoir. On peut mourir ou avoir une insuffisance respiratoire sévère de cette maladie, mais elle est très rare. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recommandation consensuelle sur quand est-ce qu'on doit vous donner un médicament pour prévenir cette infection. Et donc vous aurez des sons de cloche un peu différents selon les équipes, les praticiens, mais avec toujours l'idée que ce qu'on prend en compte, c'est l'âge. Le risque augmente notamment quand on a plus de 70 ans, mais il n'y a pas un seuil strict. Le nombre de lymphocytes, CD4, bon, qu'on peut doser, mais là, il n'y a pas de seuil strict. Certaines recommandations proposent inférieur à 300, ça augmente le risque. L'immunosuppression qu'on a, plus elle est forte, plus on a un risque important. Et puis là aussi, la maladie, il y a un risque plus important, par exemple avec les vascularites qu'avec un lupus. Voilà. Donc là, c'est une discussion qu'on peut avoir avec son médecin. Normalement, il doit y réfléchir quand il vous met un immunosuppresseur. Ce n'est pas nécessaire de le mettre à chaque fois, mais c'est une question qu'on doit se poser. Et les médicaments qu'on a à notre disposition pour ça, je vous les cite pour que vous en ayez entendu parler. Alors, il y a le triméthoprim, sulfaméthoxazole, c'est un peu compliqué comme nom, on dit souvent le Bactrim, mais on prescrit souvent le Bactrim. Le principal inconvénient, et c'est important d'en parler, c'est un risque allergique. Donc quand on vous le commence, si vous avez des boutons, encore plus s'il y a des sortes de bulles qui apparaissent sur la peau, il faut l'arrêter tout de suite et consulter. Mais on met souvent celui-là en première intention parce qu'il est très validé pour la pneumocystose et parce qu'il a aussi un avantage de prévention des infections bactériennes, pas toutes, ça ne vous protège jamais de tout, un antibiotique, mais qui est non négligeable. L'autre qu'on utilise, si on a une allergie aux bactéries notamment, c'est l'atovacone ou la velvone, qui a lui plutôt un problème de tolérance digestive et un goût pas très sympa quand on le prend et qui n'a pas lui d'effet antibactérien. Je ne parle pas du dernier parce qu'il est anecdotique. Ensuite, il y a la prévention des infections latentes. Une infection latente, c'est vous vous faites infecter par un virus, une bactérie, une mycobactérie, un parasite, et puis elle reste quiescente, elle ne crée pas de maladie, mais elle est là, on peut la détecter, et à l'occasion d'une immunosuppression, elle va ressortir et donner une maladie potentiellement grave. Donc une dont on tient toujours compte quand on vous met notamment des corticoïdes, c'est l'anguillule. C'est un petit parasite qui rentre par la peau, qui reste comme ça, et puis qui ne fait plus jamais rien dans la vie en général. Mais quand on prend des corticoïdes ou un autre immunosuppresseur, elle peut ressortir et faire une maladie extrêmement grave qu'on appelle l'anguillulose maligne, qui est très, très, très rare. Voilà. Et cette anguillule, le risque, il est essentiellement quand on a voyagé en zone tropicale, même si c'est il y a très, très, très longtemps. Donc on vous dit, en fait, une fois dans votre vie, grosso modo, parce qu'il peut rester quiescent toute la vie. Alors là, pareil, il n'y a pas de recommandation consensuelle, mais soit on vous propose la prophylaxie si vous avez été en zone tropicale, et puis d'autres disent, bon, il y a toujours un petit risque quand même, il y en a une, ils la proposent à tout le monde avec l'idée que la prophylaxie, elle est extrêmement bien tolérée, et elle est très simple, c'est quelques comprimés à jeun une fois, éventuellement renouvelés une deuxième fois, qu'on renouvelle si vous repartez en zone tropicale. Il y a les hépatites, le VIH, qu'on dépiste systématiquement avant de mettre un immunosuppresseur et qu'on traite en fonction, en sachant que les traitements peuvent varier, les indications de traitement aussi. Pareil pour la tuberculose, alors là c'est un peu moins automatique, ça dépend des traitements qu'on va vous mettre, et le dépistage c'est soit une prise de sang, soit une imagerie thoracique, soit souvent l'association des deux. Et pareil, on traite en fonction du risque que vous aurez de développer la tuberculose maladie et du résultat, bien sûr, du dépistage. Et dernière chose, alors, on peut rarement vous proposer des antibiotiques en prophylaxie de nouvelles infections. Ça, c'est en général quand on a eu des infections répétées, notamment quand on a eu des infections graves, et que ça s'associe avec une hypogammaglobulinémie. C'est un nom un peu barbare pour dire que vous n'avez pas vos anticorps qui sont très bas dans le sang quand on les dose. Voilà. C'est quelque chose que normalement on est censé suivre, notamment quand vous êtes sous rituximab, parce qu'il y a un risque plus important d'avoir une baisse des gamma-globulines, et qu'il faut absolument chercher si vous faites des infections de manière répétée.
Dans ce cas-là, toujours on discute de baisser les traitements immunosuppresseurs. On discute aussi de vous mettre un antibiotique, donc c'est soit le Bactrim dont on a parlé, soit l'azithromycine, le Zitromax. Et parfois, dans certains cas, on peut aussi discuter de vous donner des immunoglobulines, c'est-à-dire qu'on prend des anticorps de donneurs et qu'on administre pour vous protéger. Donc voilà, les messages clés, c'est donc, j'espère vous avoir convaincu que les infections, c'est un risque à ne pas négliger, qu'on a des mesures pour vous protéger, les mesures barrières, les vaccins, ça c'est pour tout le monde. La prophylaxie médicamenteuse, ça c'est selon le contexte, et ça peut être variable selon les centres, mais avec toujours les mêmes arguments dans la tête. Et cette prévention, elle doit être individualisée, donc l'objet d'une discussion avec votre médecin référent pour l'adapter au mieux, à la fois à votre risque et puis à vos souhaits personnels, voilà, qu'il faut prendre en compte. Donc discutez-en, essayez d'avoir un carnet de vaccination, même si c'est des notes sur votre téléphone, pour qu'on puisse vous aider à le compléter. Et gardez en tête qu'il y a une évolutivité des indications selon votre état de santé et puis aussi selon les recommandations qui évoluent au cours du temps. Voilà, je vous remercie. Je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup. Alors, des questions ? Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait des études qui avaient été menées entre l'apparition de vascularites à la suite d'un vaccin anti-Covid. Alors, oui, il y a eu des études, celles que je connais n'ont pas montré de surrisque de vascularite, mais peut-être Pierre-André Jarreau. Moi, j'aimerais aborder ce point-là aussi, parce que, en fait, quand on vous montre des chiffres sur des études, ce qui est difficile, c'est quand ça nous concerne nous, en tant qu'individu, en fait, on n'a pas envie d'être juste le cas rare, en fait, qui va montrer le contraire. Donc, très concrètement, vous développez une maladie auto-immune et vous avez fait un vaccin n'importe lequel 15 jours avant. C'est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de lien, parce qu'en plus, un vaccin stimule l'immunité. Donc, on comprendrait mal pourquoi on écarterait, nous, du côté médical, le rôle de la cause de cette vaccination. Pour être très clair, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce soit les vascularites ou le lupus, les deux maladies dont on parle, quand vous développez les premiers signes de la maladie, en fait, on sait maintenant que les anticorps qui sont en cause, ils sont en préparation depuis des années, en fait. Ça peut aller jusqu'à 10 ans avant. Donc le scénario, même si vous ne le savez pas avant, c'est qu'en fait, le jour où vous faites la première douleur articulaire, même si vous avez fait un vaccin 15 jours avant, ça ne veut pas dire qu'il est écarté de la chaîne de causalité. Ça veut dire que ça a été la goutte d'eau qui a été le dernier coup de butoir du système immunitaire qui est en préparation pour passer à l'attaque. C'est un peu comme quand la Russie avait amassé ses troupes à la frontière de l'Ukraine, en fait. Il y a un moment donné où il y a une balle qui est tirée, mais ce n'est pas ça qui déclenche la guerre, elle est en préparation depuis des mois. Pourquoi c'est important? C'est que ça, c'est la situation numéro 1. Le vaccin, effectivement, a bien peut-être un petit peu stimulé, comme l'aurait fait d'ailleurs une infection. Sauf que l'infection, elle le fait 10 fois plus, et surtout qu'en plus, elle vient avec l'infection. Par contre, plus tard, vous êtes traité par le médecin qui vous donne un traitement qui va baisser l'immunité. Là, c'est une autre chose, parce qu'en fait, on n'est plus dans le même débat. Là, le risque, c'est quoi? C'est de faire les infections dont on vient de vous parler. À ce moment-là, c'est quoi le risque du vaccin? C'est qu'éventuellement, il marche moins bien dans cette situation que dans la situation normale, parce qu'il y a les médicaments qui bloquent le système immunitaire, mais il marche quand même néanmoins, il évite les infections graves dans la plupart des cas. Mais donc là, en fait, nous, quand on vous vaccine après, nous, notre peur, c'est que le vaccin ne soit pas suffisant éventuellement, mais pas qu'il déclenche la maladie. Et donc, comme c'est deux situations différentes, mais pour la même personne, on essaie vraiment en éducation thérapeutique de vraiment expliquer ça, parce que sinon, quelqu'un qui a eu un vaccin dans les semaines avant sa maladie va rester bien sûr persuadé, à juste titre, que ça a joué un rôle, mais va mettre tout le rôle de la cause de la maladie sur le vaccin. Or, ça a été démontré que c'est faux, notamment dans la sclérose en plaques, il y a eu vraiment beaucoup d'études. Et ça va interdire à la personne d'être vaccinée par la suite et de la protéger d'effets secondaires infectieux dont on sait que nous, on les produit par les médicaments qu'on donne. Donc on n'est pas le même quand on est avant les traitements qu'après les traitements. Et effectivement, du coup, le vaccin ne va pas être vu de la même façon, mais c'est toute la difficulté, c'est que pourtant, c'est le même vaccin. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les vaccins? Oui, moi j'avais une question sur le vaccin contre le zona. Est-ce qu'on peut le faire si on a déjà eu le zona ou pas? Oui, on peut le faire. En gros, les recommandations maintenant, c'est même de le faire juste après un zona, dès qu'il y a une cicatrisation des lésions. Voilà, pour le timing. Mais au contraire, ça veut dire qu'on est à risque d'en faire. Donc, on le fait. Si jamais on ne peut pas donner le vaccin, parce que par exemple, comme il disait, le rituximab a été fait,
Des fois, on n'a pas le temps, parce qu'en fait, en vérité, on dit qu'il faut faire des vaccins avant de lancer le traitement. Mais quand on est en pleine poussée de la maladie, avec un organe important comme le rein, des fois qui est touché, on n'attend pas. Donc du coup, on va attendre plusieurs mois après pour le faire. Mais on a aussi des médicaments antiviraux. Par exemple, on a un traitement antiviral qui s'appelle le Zelitrex, qu'on donne dans le traitement du zona, qu'on peut prendre à des petites doses pendant quelques mois, des fois, pour aussi protéger. Ce qui est mieux, c'est d'avoir pas besoin de chimie en plus, c'est d'avoir la vaccination contre ça. Mais effectivement, on a aussi d'autres petits moyens complémentaires qui sont des antiviraux, comme les antibiotiques qui ont été indiqués. Donc par exemple, là, vous parliez du zona. Ça, c'est un des vaccins les plus récents. Donc il a été aussi étudié chez les immunodéprimés, alors de classes un peu différentes, notamment en oncologie. La règle d'administration, c'était 5 jours avant le début de la chimiothérapie. Voilà. Et l'efficacité, c'était de 70% dans la prévention du zona versus 95% dans la population, ou 90% dans la population générale. Donc ça reste quand même très efficace.